Non, il n'y a pas 600 personnes. Hein. C'est calme. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. On ne s'attendait pas à un tel engouement. Euh, du coup, l'amphi est bien plein et il y a, je sais pas, une cinquantaine de personnes, je crois, en visio. Donc ce soir, on va vous parler trail, santé et performance sur le versant prévention. On ne fera pas du tout les pathologies ni la rééducation des pathologies, mais on va vraiment s'axer sur la prévention. Donc, je vais déjà vous faire un bref tour de nos orateurs brillants, si ça marche. Ça peut bien marcher. Bon, ils sont pas très brillants, du coup. C'est un diable. Ah, voilà. Donc, vous avez le docteur Julie Tesson, qui est assistante dans le service, qui fait du CrossFit, qui fait des marathons, essentiellement. Vous avez le docteur Milan Bois, on voit pas trop, c'est caché, qui fait de la danse et du vélo. Vous avez Madame Lorraine Casalo, qui est diététicienne, donc rugby woman et marathonienne. Monsieur Pierre Meurice, kinésithérapeute en libéral et qui fait du trail. Docteur Jérôme Lacroix, qui s'essaye à l'escalade et au trail aussi. Morgane Louette, donc kinésithérapeute dans le service de médecine du sport, qui fait du trail. Moi-même, qui fais de la gym et qui fait du trail. Et notre grand sage du service, le professeur Charles-Yannick Guesnec, ancien pentathlète de très haut niveau et qui actuellement court, monte à cheval, fait du vélo de façon quotidienne. Et ben, je passe la parole à Julie qui va attaquer la présentation. Bonsoir à tous, du coup. Je suis Julie Tesson, une assistante partagée entre la médecine du sport et les urgences. Ah oui, moi, je vois pas. Ouais. Donc moi, le premier topo, ça sera sur l'épidémiologie des blessures en trail. Donc du coup, voir un peu tout ce qui est incidence, prévalence et surtout faire un gros point sur les facteurs de risque. Le trail, c'est quoi? C'est la pratique de course dans un environnement naturel, sauf que du coup, il y a beaucoup de contraintes qu'on va voir et qui engendrent des pathologies particulières. Le trail, c'est aussi 20 millions de pratiquants dans le monde, donc ce qui est pas mal, c'est une pratique qui est en plein essor et avec à peu près deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Donc pareil, de plus en plus de femmes qui pratiquent le trail. Et pour la moyenne d'âge, donc il y a 50% des coureurs qui ont entre 25 et 44 ans. Donc, comme on disait, c'est quand même une pratique avec plusieurs contraintes. La première, c'est le fait que le trail se fasse sur des surfaces irrégulières et instables, ce qui donne pas mal de blessures, du coup, de blessures traumatiques. Donc, on verra après beaucoup d'entorses, notamment de cheville. Et le fait que ça soit des surfaces instables, il y a quand même des contraintes qui se font au niveau musculaire particulières, notamment sur des surfaces plus molles. On va plus utiliser nos ischio-jambiers et mollets parce qu'en fait, il y a moins d'élasticité qui se refait, donc on doit faire plus de propulsion, donc plus de mollets et d'ischio. Ensuite, la deuxième contrainte du trail, c'est le fait qu'il y ait le dénivelé. Donc pareil, il va y avoir une fatigue musculaire particulière et des blessures surtout de surutilisation. Et ensuite, la dernière contrainte du trail, c'est que effectivement, ça peut être des distances plus courtes, mais on peut aller jusqu'à l'ultra trail. Et donc, pareil, des blessures de surutilisation qu'on voit pas mal et de fatigue musculaire. Donc, pour les facteurs de risque, je vais écrire un peu petit. Donc, dans la biblio, il y a pas mal de choses qui sont décrites avec des résultats assez variables. Parce que j'ai essayé de vous faire un tableau un peu récapitulatif avec les facteurs de risque consensuels, ceux qu'on retrouve dans beaucoup d'études, et les facteurs de risque qui sont encore un peu enfin, qui sont débattus ou peu étudiés. Donc, sur les facteurs de risque consensuels, ce qu'on retrouve souvent, sur les facteurs de risque individuels, le facteur de risque, le premier, c'est l'IMC élevé. Donc, il y a plusieurs études qui démontrent qu'avoir un IMC élevé est un facteur de risque de blessure au trail. Ensuite, on a le fait d'exercer une profession physique.
Donc déjà par les contraintes de la profession et en plus les études disent qu'il y a peut-être moins de temps pour s'entraîner, moins de temps pour récupérer. Donc c'est un facteur de risque de blessure aussi. Et enfin, un qui est important aussi, c'est l'antécédent de blessure, notamment dans les 12 derniers mois, qui est un facteur de risque. Ensuite, au niveau des facteurs de risque en lien avec l'entraînement, alors là, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le fait que de ne pas avoir de programme d'entraînement individualisé. Ils ont montré qu'il y avait beaucoup plus de blessures quand on n'avait pas un programme bien défini, soit par un coach, soit par autre chose. Mais en tout cas, d'avoir un programme d'entraînement, c'est du coup un facteur protecteur, donc un facteur de risque de ne pas en avoir. Ensuite, le fait de ne pas faire d'échauffement, ça on le sait un peu déjà pour la course à pied, donc c'est pareil dans le trail. Le fait de augmenter très rapidement son volume d'entraînement. Donc ça, on va en reparler, mais c'est hyper, hyper important, la progressivité. C'est vrai que nous, on le voit dans nos patients, parfois, ils nous disent, ah, j'ai repris, j'ai tout de suite fait un 20 km. Non, il faut y aller progressivement si on reprend, soit après une blessure, soit on va le voir après si on change de chaussure ou on veut changer son attaque du pied. Toujours être progressif. Ensuite, un autre facteur de risque en lien avec l'entraînement, c'est le fait de ne pas assez faire de fractionné. Donc ça, on le voit pareil. Le fait de faire du fractionné, de mettre en place des séances régulières de fractionné, c'est un facteur protecteur. Ensuite, le fait de ne pas avoir assez de récupération, on le verra après, c'est un facteur de risque. Et le fait de s'entraîner sur des surfaces dures. Si jamais on le voit dans toutes les études, s'il y a quelqu'un qui s'entraîne que sur des surfaces dures, il va être plus enclin, enfin il va avoir plus de risques d'avoir une blessure. Donc toujours essayer de s'entraîner au maximum sur des surfaces irrégulières type trail. Et enfin, le fait de doubler les séances par jour, ça a été démontré comme étant un facteur de risque de blessure au trail. Notamment, il retrouvait dans une étude beaucoup plus de pathologies de hanches chez les gens qui faisaient 2 séances par jour de trail. Après, pour les facteurs de risque toujours consensuels, dans lesquels on retrouve beaucoup, enfin, dans beaucoup de biblios, il y a le fait d'avoir des chaussures usées. Vous allez me dire, c'est quoi des chaussures usées? Il dit, c'est vraiment si la semelle, vous voyez qu'elle est complètement usée, si l'amorti, il est complètement à plat. Donc ça, c'est le fait d'avoir des chaussures usées. Et après, c'est ce qu'on disait, c'est le fait de faire une transition rapide à une autre chaussure que vous avez. Donc souvent, les gens essaient de passer à des chaussures minimalistes. Le fait de faire une transition trop rapide, pareil, ça va être un facteur de risque de blessure. Donc, il faut toujours prendre le temps de, de faire une transition. Voilà. Ensuite, les facteurs de risque, pareil, en lien avec l'équipement, non, ça on l'a fait, psychologique. Donc, ça nous paraît complètement logique. Mais tout ce qui est fatigue, temps de sommeil pas assez long et le stress psychologique, tout ça, ça fait on n'est pas trop concentré, pas attentionné. Donc, du coup, on va être plus à risque de faire des blessures. Ensuite, pour les facteurs de risque qui sont encore débattus ou alors qui sont peu étudiés, le premier, c'est l'âge. L'âge, il y a quand même beaucoup d'études qui disent que ce n'est pas un facteur de risque de blessure au trail, mais il y a quand même une moyenne d'âge qui est retrouvée chez les gens qui présentent des tendinopathies qui est plus important. Donc, c'est juste ça. Après, je pense que ça, c'est le facteur de risque le plus controversé, on va dire, c'est l'expérience en trail. Il y a beaucoup d'études qui montrent que plus un individu a une grande expérience en trail, moins il va se blesser parce que, il aura l'habitude du terrain, parce il va s'entraîner, etc. Et à contrario, il y a beaucoup d'études qui montrent que on a plus de blessures chez des gens qui ont une grande expérience. Et là, ils mettent en avant le fait que c'est peut-être des gens qui vont faire beaucoup de compétitions, qui vont avoir moins de récupération. C'est peut-être des gens qui ont beaucoup plus d'antécédents de traumatisme. On a vu que c'était un facteur de risque. Et parfois, c'est des gens qui s'écoutent un peu moins. Donc ça, c'est assez controversé. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est un facteur de risque ou pas, parce qu'on voit les deux dans les études. Ensuite, tout ce qui est maladie chronique, densité minérale osseuse diminuée et oligoaménorrhée, ça, je le retrouvais juste dans une étude, mais c'est des choses qui paraissent assez logiques aussi comme facteur de risque. Et enfin, dans une étude, il parlait du manque de force des muscles abducteurs de hanche et des muscles extenseurs et fléchisseurs du genou comme étant un facteur de risque. Et enfin, le dernier facteur de risque qui est pas mal discuté aussi, c'est le volume d'entraînement hebdomadaire. Certaines études, pareil, montrent que plus on s'entraîne, plus on va être à risque de faire des blessures. Et au contraire, certaines études montrent que moins on s'entraîne, plus on va être aussi à risque. Donc pareil, ça, désolé, je vous donne pas des choses miracles, mais je peux pas vous dire exactement parce que c'est hyper controversé. Et pareil, on n'a pas de seuil. Il y a une étude qui montre un seuil sur le fait de faire plus de 64 km par semaine. Ça serait comme un facteur de risque. Mais c'est une seule étude, ne retenez pas trop.
Donc voilà, c'est vraiment controversé. Les facteurs protecteurs, du coup, on en a parlé, ceux qui sont vraiment démontrés, donc c'est toujours être progressif et faire des entraînements fractionnés réguliers, faire des entraînements sur de la surface type trail, très important, et essayer de suivre un programme d'entraînement. Et après, assez dormir. Et donc, du coup, sur les facteurs protecteurs qui sont encore un peu débattus, c'est ce que je vous disais, le volume d'entraînement. On ne sait pas trop si c'est protecteur ou si c'est être à risque. Et après, ça n'a pas été trop démontré non plus, mais c'est dans certaines études le fait de cumuler pas mal de dénivelé, les séances d'étirement. Certaines études en parlent comme un facteur protecteur. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas encore quel type d'étirement, ça n'a pas été vraiment étudié, la fréquence, etc. Mais normalement, ça devrait être un facteur protecteur. Ensuite, il y a une étude qui parle de la cadence. Le fait d'avoir une plus grande cadence, donc une plus petite foulée, ça permettrait d'être facteur protecteur parce que du coup, il y a moins de contraintes qui se font sur les articulations. Ensuite, il parle aussi de l'attaque avant-pied. Le fait d'attaquer avant-pied, ça diminuerait éventuellement les impacts. Pareil, pas trop démontré encore sur le trail formellement, mais ça aiderait en étant un facteur protecteur. La seule chose que je vous disais, hyper important toujours, c'est que si on change d'attaque du pied ou alors si vous voulez le conseiller à quelqu'un, toujours faire une transition. Et pour ça, je vous l'ai mis dans les références. Mais il y a un centre aux États-Unis, je vous dirai pas le nom, c'est en anglais, j'ai pas un super accent. Mais du coup, ils ont fait un protocole voilà, qu'ils appellent de transition pour quand on veut changer d'attaque du pied ou quand on veut changer de chaussure. Et ben, ils le font sur plusieurs semaines. Ça ressemble un peu au protocole qu'on peut connaître de la clinique du coureur. Donc, c'est vraiment très progressif. Mais en plus, ils rajoutent des exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied, des exercices de renforcement du mollet, et tout en étant progressif sur la reprise de la course à pied. Donc, c'est hyper intéressant à voir. Je vous ai mis les liens après. Et après, donc, les facteurs qui seraient protecteurs, encore une fois, c'est encore pas assez étudié. Ça serait les chaussures minimalistes, l'achat de chaussures basées sur une analyse vraiment comme dans certains magasins, ils font une analyse de course, et l'utilisation de plusieurs paires de chaussures, pas avoir qu'une seule paire de chaussures. Donc ça aiderait. Et enfin, le fait d'avoir une récupération passive qui est importante. Pour la récupération passive, je suis tombée sur une étude. Il montrait qu'il y avait moins de blessures quand il y avait 2 jours de récupération, au moins. Après, ça a augmenté un peu le taux de blessure. Donc voilà, c'est des petits seuils, mais encore une fois, c'est pas démontré par toutes les études. Au niveau de l'incidence et de la prévalence des blessures, donc l'incidence, alors il y a un gros cut-off parce que il faut savoir que enfin, quand on lit les études épidémiologiques, notamment de blessures entre elles, les méthodes sont hyper différentes. Et en fait, il y a quelque chose qui fausse un peu les choses, c'est qu'il y a certaines études qui considèrent par exemple une ampoule comme une blessure et d'autres études qui ne rentrent pas les ampoules dedans. Donc en fait, ça va complètement changer l'incidence et la prévalence. Donc l'incidence, ça c'est par l'association de trail internationale. Ils disent que c'est entre 0,7 et 61,2 pour 1000 heures de course et la prévalence à peu près 62%. Retenez que à peu près 2 trailers sur 3 vont subir une blessure ou ont subi une blessure en lien avec le trail. Ensuite, les types de pathologies qu'on rencontre au trail, donc c'est 3 grands groupes. Le gros premier, c'est les blessures musculo-squelettiques qui représentent de la moitié des blessures. Et après, on a un quart, c'est métabolique, tout ce qui est déshydratation, etc. Et le dernier quart, c'est gastro-intestinal, tout ce qui est nausées, des troubles digestifs, diarrhée, etc. Donc le gros des pathologies, c'est des pathologies musculo-squelettiques qui sont, elles, divisées en 2 sous-groupes. Les pathologies de surutilisation, donc en premier, ça va être les pathologies de surutilisation, donc tendinopathie, pardon, les premières. Et donc dedans, il y a tout ce qui est périostite aussi, fracture de fatigue, etc. Et ensuite, on a le deuxième sous-groupe des blessures musculo-squelettiques, c'est les blessures traumatiques. Et donc là, avec en premier lieu les entorses, notamment les entorses de cheville. Il reste 5 minutes. Bon, ça va être nickel. Tant mieux. Donc du coup, les blessures au trail, comme vous pouvez vous en douter, c'est beaucoup le membre inférieur. 83% des blessures, elles sont au niveau du membre inférieur. Et alors, pareil, si on compte tout ce qui est ampoule et problèmes cutanés, donc c'est le pied qui est en première position sur la localisation. Par contre, si on enlève ça, comme dans beaucoup d'études, ça va être le genou et la cheville. Donc genou avec tout ce qui est plutôt tendinopathie, aussi les atteintes ligamentaires, et cheville, l'entorse de cheville. Et ensuite, en deuxième localisation des blessures au trail, on a le bassin et le rachis lombaire.
Petite chose, pour le rachis lombaire, j'ai lu une étude qui parlait que des ultra-trailers. Et en fait, eux, c'était pas le genou ou la cheville en première localisation, c'était le rachis lombaire. Ils disaient que peut-être c'était parce que sur le fait d'avoir beaucoup monté, avec le torse un peu vers le devant, ça mettait plus de contraintes, ou alors le fait qu'il soit peut-être aussi plus chargé. Donc voilà. Mais en tout cas, pour les ultra-trailers, beaucoup de rachis lombaires. Donc voilà. Du coup, j'espère que c'était pas trop une liste. En gros, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est que le trail, c'est des contraintes particulières. On l'a dit, surface irrégulière, dénivelé et possiblement longue distance, avec les blessures qui vont avec, blessures traumatiques, blessures de surutilisation. Et vous voyez que les blessures, elles sont, il y a un panel de facteurs de risque qu'il faut qu'on sache prendre en compte en tant que médecin du sport, kiné et en tant qu'athlète nous-mêmes. Très important toujours d'être dans de faire les choses de façon progressive. Ça, c'est vraiment le maître mot et nous, on le dit tout le temps en consultation. Et après, d'individualiser avec un plan d'entraînement si possible et de toujours penser à la récupération. Très important. Voilà. J'ai oublié un petit truc, je peux dire quelque chose, ça Et oui, je suis vraiment désolée, j'ai oublié de parler d'un petit truc. Il y a une étude qui a mis en place, c'est une équipe sud-africaine qui a mis en place une application, je pense surtout au kiné, bon, même pour tout le monde, et pour évaluer, enfin pour faire un dépistage des profils à risque de blessures au trail. Donc du coup, ils ont identifié 26 facteurs de risque, donc beaucoup qu'on a vu sur la présentation. Et les 26 facteurs de risque, c'est 26 questions où soit la personne soignante, soit le trainer lui-même remplit les questions. Et à la fin, ça donne un score composite sur 100. Plus le score est élevé, plus on est à risque de blessure. Encore une fois, c'est vraiment un instrument de dépistage et pas pour évaluer vraiment enfin, c'est pour dépister et pas pour prédire les blessures. Ça s'appelle l'application, c'est TRISI, TRISI. Et au moins, vous pouvez voir tous les facteurs de risque qu'on a vus. Et pour de bon, eux, ils ont essayé de mettre des seuils, même si c'est qu'eux qui les ont sortis sur l'étude. Ils ont essayé de mettre des seuils, notamment pour les chaussures usées, plus de 500 km. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça peut être intéressant pour voir, vous, ou les patients que vous avez. C'est bon. C'est bon, ouais. Bon, t'as tenu, Julie, nickel. On fera plutôt les questions sur la fin. On peut faire deux, trois questions maintenant, si vous en avez, et sinon, on fera les questions plutôt sur la fin. Pas de souci sur l'épidémio, c'était clair. Ok, et je passe la parole du coup à nos deux kinés. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'allumez peut-être? Allô. C'est bon. Ouais. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Morgane Noël, je suis kiné en médecine du sport au PH de Clapignan. Moi, donc, Pierre Meurice, kiné en libéral sur CalOS. Voilà, on a combiné nos deux domaines de connaissances pour vous faire une petite présentation sur la prévention des blessures. Donc la prévention des blessures dans le trail. Il va y avoir pas mal de recoupes avec ce qu'a dit Julie, mais en essayant de se mettre en pratico-pratique avec ce que nous on peut faire en tant que kiné ou en tant que médecin dans la prévention. On va appuyer là. Est-ce que ça marche? Non. Il marche parfois, il marche pas. Petit problème technique. Chante. Chanson. C'est moi qui vais faire ça ou C'est bon. c'est moi? Nickel. Alors, les premiers facteurs limitant la progression, ça résulte d'un déséquilibre entre trois facteurs clés. D'abord, la charge d'entraînement, le volume, l'intensité. Au trail, on va pouvoir ajouter le dénivelé, la technicité et la capacité d'adaptation des muscles, des tendons. D'accord? Il va y avoir aussi le troisième facteur clé, c'est le temps de récupération. On sait que ça a une importance cruciale pour éviter la blessure. L'origine des blessures, c'est 80% de manque de tolérance mécanique, donc une charge excessive sur des tissus ou des os qui ne sont pas prêts à subir cette charge. Et 20%, une technique inadaptée. Le parcours classique après la blessure, nous, c'est ce qu'on va voir. En fait, on va se retrouver très souvent plutôt dans de la prévention secondaire que dans de la prévention primaire, puisqu'on voit les gens pour la première fois quand ils se sont déjà blessés. Oui, le patient arrive donc chez le médecin ou chez le kiné, c'est le premier interlocuteur après la blessure. On va faire comme d'habitude, un diagnostic, recherche des causes de la blessure, le traitement, et ensuite on va passer à la prévention de la récidive, donc à l'accompagnement de la reprise. Sachant que moi en tant que kiné, nous en tant que kiné, on n'est ni coach ni préparateur physique.
Mais par contre, on est souvent l'unique ressource du sportif amateur au moment de sa reprise d'activité. Donc, au travers de 3 cas cliniques, on a décidé de vous proposer comme ça. On va vous présenter la prévention des blessures par 3 points clés: la gestion de la charge d'entraînement, la mobilité et la technique de course. Et donc, je me suis inspiré de cas rencontrés au cabinet. Donc, le premier patient que je vais vous présenter, il est envoyé pour une périostite bilatérale. Il a ses douleurs à la course. Dès qu'il court une dizaine de minutes, il doit s'arrêter. Et le lendemain, il présente ses douleurs. Il est déjà suivi chez un kiné, chez qui il fait pas mal de renforcements. Il a été vu par le service de médecine du sport où la suspicion du syndrome des loges a été écartée. Et donc, même si moi, à mon bilan, je trouve certaines choses au niveau myofascial, tendineux et autres, ce qui m'interpelle surtout, c'est tout de suite de dire, mais pourquoi est-ce que ce patient a une périostite bilatérale? Et donc, on creuse un petit peu. Ce patient, il est pizzaiolo, il s'est mis au trail il y a 1 an. Très rapidement, il est monté en volume, il s'est déjà blessé. Et là, pendant l'été, juillet-août, il n'a pas eu le temps de s'entraîner, donc il s'est complètement arrêté. Et au mois de septembre, après la saison, il reprend le sport. Et il reprend le sport avec la même intensité que celle qu'il a eue en juin quand il s'est arrêté. Et donc, heureusement, aujourd'hui, tous nos patients ont des montres connectées. Et donc, je lui demande à ce patient de voir sa charge d'entraînement sur sa montre, sachant que ce patient fait tous les jours ou tous les 2 jours une sortie entre 15 et 20 km. Il a des volumes à la semaine qui sont pas loin de 80 km par semaine. Il met son réveil tous les matins à 6 heures pour faire sa séance de sport parce que ça lui permet de se vider la tête. Et lui, son objectif, c'est le 27 km du Néous. Et je lui dis, mais tu envoies 80 bornes par semaine, ton objectif, c'est un 27 km. Il me dit que oui, il est stressé, qu'il a peur de ne pas pouvoir y arriver. Donc on voit quand même qu'il y a tout un contexte et sa charge d'entraînement, la voilà. Donc sur ici le diapo, vous voyez, de juillet à août, il ne s'est pas entraîné et direct, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a repris. Et donc c'est là qu'on le voit se baisser. Et malgré qu'il ait été suivi en kiné avec du renforcement, en fait, quand il fait du renforcement, il continue à mettre de la charge. Donc en fait, il a surtout fallu ce patient lui réduire sa charge d'entraînement pour après redonner un programme cohérent, traiter les 2 ou 3 valvules qu'on avait vues, mais qui en fait n'étaient pas le plus important. Et ce patient a pu terminer sa course du Nibou sans problème. Et même 1 mois après, il a fait les 2 fois 30 de la Madoc et c'est passé sans problème. Donc, je vais repasser la parole à Morgane qui va vous détailler un petit peu plus tout ce qu'il a pu trouver au niveau de la surcharge d'entraînement. Donc, je vais rebondir sur ce que disait du coup Julie tout à l'heure. Il n'y a pas d'études qui prouvent qu'une charge globale élevée, officiellement, est intrinsèquement plus dangereuse, en tout cas si elle est progressive et bien répartie dans le temps. Sur ce qui est de la charge aiguë, donc ce qu'on sait sur la charge aiguë, ça c'est ce que les études disent, on a une baisse de performance si les variations de charge sur une semaine sont trop importantes ou avec une récupération insuffisante. On sait que les probabilités de blessure augmentent avec les augmentations brutales. Et enfin, que les pics de charge avec des récupérations insuffisantes, c'est souvent repéré juste avant la blessure et que ce serait associé à un risque accru d'accident. Donc, ce qui va être conseillé, c'est la gestion, comme on le disait tout à l'heure, individuelle de la charge, qui est cruciale pour réduire ce genre de risque. Donc, la variabilité contrôlée et une progression graduelle. Comment on calcule la charge d'entraînement en trail? Vous savez qu'il y a plein de manières de la calculer. Donc, on sait que les approches traditionnelles, volume et intensité, ça peut conduire à une mauvaise interprétation du stress réel et à des erreurs de planification, du coup. Une évaluation précise de la charge externe, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre en compte la charge interne. Donc, il y a la charge interne mesurable qu'on a pas tous sur les montres avec le cardio et la charge subjective, donc le ressenti post-effort. C'est le fameux petit truc qu'on doit coter à la fin, là. La prise en compte du ressenti post-effort, ça permet aussi une évaluation du bien-être global. Un petit exemple, la sortie du samedi de 2 heures avec une intensité importante dans la descente. On se lâche un peu, on envoie les watts. Le cardio, il n'a pas tendance à monter très très fort. Par contre, le ressenti il va être bien plus élevé avec des quadriceps qui sont fortement impactés à la fin de la descente. Donc en fait, dans cet exemple-là, le suivi du cardio, ce n'est pas suffisant pour pouvoir évaluer les impacts réels de la descente. Je vous propose un modèle d'entraînement, enfin, de gestion de charge d'entraînement avec le modèle de Foster. La charge d'entraînement, donc le SRPE, c'est la durée de l'effort fois le ressenti post-effort. Vous savez que c'est coté de 1 à 10. Hein. Il y a deux choses qui sont prises en compte. D'abord, c'est le ratio charge aiguë sur charge chronique. Donc, grosso modo, c'est les 7 derniers jours sur la moyenne des 4 dernières semaines.
Et on a une cible qui doit osciller entre 0,8 et 1,3. On ne doit pas augmenter de plus de 30%, sinon on a un risque accru de blessure. Il va donc falloir monter progressivement chaque semaine. On en revient au message de tout à l'heure. Enfin, les variations sur la semaine, la monotonie. C'est ce qui est défini dans le modèle. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. C'est la charge hebdomadaire moyenne sur l'écart type des charges de la semaine. Ça, il faut le rentrer dans un petit truc pour calculer, je vous le dis. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que supérieur à 2, on a de la fatigue, supérieur à 2,5, on a un risque de blessure. Grosso modo, si on résume, si on fait une semaine light parce qu'on était un peu fatigué, qu'on a fini tard au boulot, qu'on n'a pas pu aller chercher les 3 ou 4 séances qu'on fait habituellement et qu'on veut aller sortir avec les copains, les 30 bornes qui étaient prévues le samedi, ils courent un peu plus vite et on va essayer de les suivre, c'est là qu'on risque vraiment de se faire mal. Tandis que si on a étalé la charge sur la semaine, on a beaucoup moins de risque de blessure. Donc là, ça va être pour repérer une séance à risque. C'est moi qui te fais ça. Allez, c'est parti. La performance, pour résumer, la performance durable et la prévention des blessures, ça repose sur la gestion individualisée de la charge, intégrant une progression graduelle, une variabilité contrôlée au fur et à mesure de la semaine, une récupération qui doit être suffisante, bien entendu pour le trail des spécificités terrain, on rebondit sur tout à l'heure, et enfin une planification, mais surtout être capable d'adapter sa planification au ressenti des différentes séances. S'entraîner plus, ce n'est pas le problème, c'est s'entraîner trop vite, trop brutalement et sans récupérer qui l'est. Et moi, je voulais faire une deuxième petite conclusion parce que dans la pratique, en fait, cette théorie, elle est bien belle, mais bien souvent, votre patient, il vous dit pas tout quand vous l'avez en séance ou même avant, si on est dans la prévention. Et ce qui est très important de prendre en compte, c'est vraiment l'aspect biopsychosocial de mon patient. Mon patient, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il court. Est-ce que c'est juste de la course plaisir? Est-ce qu'il a des objectifs de temps, de compétition? Quelles sont les contraintes qu'il a à côté avec son travail? Quels sont ses temps pour s'entraîner? Mon patient qui va avoir que 2 séances possibles dans sa semaine, et s'il veut faire du volume, il va obligatoirement devoir avoir un déficit entre ces séances, et donc il va s'exposer. Même chose, le facteur de stress qui est lié par rapport à ça, tout ça sont des choses qui rentrent en compte dans le risque de blessure. Et ça, vous devez creuser un peu vos anamnèses auprès de vos patients pour savoir qui vous avez réellement en face de vous. Même chose, je rebondis, les plans d'entraînement sont quelque chose de très bien pour éviter de se blesser, à moins d'avoir quelqu'un d'hyper scolaire qui ne va pas t'écouter et qui va vouloir absolument faire sa séance parce que c'est le plan d'entraînement. Ça va pousser aussi à la blessure. Donc voilà, même chose, il y a des croyances, il y en a certains qui pensent que pour avoir une séance qui soit efficace, il faut que ça fasse mal. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'endurance fondamentale. Ça, il va falloir aller creuser et aller un peu au-delà de juste la surcharge, c'est du volume sur de l'intensité avec du RPE. Donc, c'était pour vous mettre en garde par rapport à ça. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est un peu le classique qu'on trouve en trail avec, par exemple, une tendinopathie. Ici, j'ai pris le syndrome de l'essuie-glace. Mon patient a de la douleur, surtout à la descente. À la montée, pas de souci. Même chose, il est déjà vu chez un confrère chez qui il fait déjà beaucoup de renforcement, mais pas d'amélioration. Moi, quand je le prends en charge au cabinet, je remarque juste qu'il y a quelques raideurs, qu'il y a quelques syndromes myofasciaux. Et moi, mon traitement, il consiste juste à retravailler les tissus, les fascias, redonner de la mobilité, traiter 2, 3 petites choses. Et derrière, sans faire de renforcement, en fait, mon patient va mieux. Tout ça pour vous introduire un petit peu le concept de mobilité. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le cabinet de kiné, il y a un peu une tendance au hands-off, c'est-à-dire votre patient, il arrive, on lui donne ses exercices de renforcement, on veut mettre, il y a certains cabinets qui ressemblent plus à des centres de musculation que des cabinets de kiné. Et donc, oui, la force, c'est bien, mais la force, c'est important de la gérer dans toutes les amplitudes. Et au-delà de la force, il faut que, avec ce concept de mobilité, on s'attarde un peu plus sur la souplesse plutôt active que passive. L'organisme détaillera. Le contrôle moteur, être capable de gérer son mouvement dans toutes les amplitudes. Et même chose, la proprioception. Cette proprioception, elle ne doit pas juste se résumer à se mettre sur un plateau de Freeman et faire l'équilibre sur la cheville. On doit avoir une proprioception globale de tout le corps avec une bonne conscience de son schéma corporel. Et donc, sortir un petit peu de, il y a de la tendinopathie, je renforce. Il faut pouvoir aujourd'hui aller un peu au-delà. On va enchaîner sur le concept de mobilité. Donc, la question qui se posait, c'était la place du renforcement dans la prévention. Je ne parle pas de la performance, hein, je parle de la prévention des blessures. C'est deux choses un peu différentes.
D'abord, le premier renforcement le plus utile dans la littérature, c'est l'exposition graduelle à l'activité visée. Décidément, on le voit souvent celui-là. C'est la musculation la plus efficace. Le deuxième, c'est le renforcement global. Donc, quand on vise la santé avant la performance, comme on a des contraintes multiples entre elles, des plus, des moins, technicité, durée, etc., il faut qu'on privilégie un corps globalement robuste et mobile. Pour synthétiser, il vaut mieux avoir un bon gainage et un très bon contrôle moteur au niveau du bassin, du dos, des hanches, que d'avoir des gros quadris sans avoir tout ça. La place de l'entraînement croisé, ça se fait de plus en plus. Oui, oui, pourquoi pas. C'est en complément que ça peut être utile. Le gain principal de l'entraînement croisé, c'est la diminution des contraintes, notamment des chocs en descente, euh, que ce soit tendineux, que ce soit musculaire, que ce soit articulaire, que ce soit osseux. On peut avoir des gains cardiovasculaires associés et du renforcement global toujours. Donc les exemples classiques, c'est vélo, rameur, natation sur le trail, c'est ce qui prouve, c'est ce qui est un peu prouvé sur les bienfaits. Enfin, le renforcement spécifique. Alors là, je vais faire attention à ce que je dis, c'est important. Oui, c'est intéressant pour le soin. Oui, c'est intéressant pour la performance. Mais si on n'a pas coché notamment nos deux premières cases avec une exposition graduelle à l'activité et un renforcement global, c'est-à-dire un corps globalement robuste et mobile, il va devenir secondaire par rapport au temps qu'on peut lui donner. Maintenant, si vous faites du renforcement en salle depuis des années, que vous avez un renforcement complet qui inclut le gainage, les membres inférieurs, les fessiers, etc., là, il n'y a aucun problème. La souplesse. Il n'y a pas d'études qui prouvent qu'être très raide ou très souple, ça augmente le risque de blessure. Une cheville raide ou souple n'a pas d'impact sur le risque de blessure du mollet au départ. Sauf si, bien entendu, on a un déficit unilatéral suite à un traumatisme. Là, évidemment, il va falloir le corriger, puisque sinon, on va avoir un déséquilibre à la cuisse pendant la course. S'il est bilatéral, le plus simple, c'est de laisser faire le corps avec l'adaptation progressive. L'objectif, ça va être d'améliorer le mouvement, mais pas la souplesse pour elle-même. Donc voilà, le message qu'on voulait faire passer par ce deuxième cas clinique, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas passer trop vite le raccourci de dire j'ai un problème de tendinopathie, il faut que je fasse du renforcement. Il faut essayer d'avoir une vision un peu plus globale en incluant ce concept de mobilité, en entraînant, travailler cette souplesse, ce contrôle neuromusculaire, cette proprioception. Il me reste 5 minutes. 5 minutes, on va en est large. Et donc, on va pouvoir passer au troisième cas. Là, notre patient, c'est quelqu'un de 40 ans qui s'est mis au trail il n'y a pas très longtemps parce que c'est à la mode, les copains s'y sont mis. En fait, c'est cool d'aller le week-end dans la nature. Et en fait, il arrive chez vous avec des douleurs de genoux, des douleurs de hanches, des douleurs de dos. En fait, il a mal partout. Ce patient-là, vous allez beau le prendre en charge, il n'y a pas une vraie logique dans ces douleurs. Et là, ce qui est important, sur le sujet sur lequel il est important de s'attarder, c'est peut-être quand même, OK, il n'a pas une grande expérience de la course, comment est-ce qu'il court? Et donc, je vais vous passer Morgane pour développer ça. Donc sur le bilan, il n'y avait pas de déficit musculaire particulier, pas de limitation articulaire, une bonne proprioception globale, un petit peu ce qu'on peut regarder. Du coup, on a regardé les chaussures, des chaussures plutôt récentes avec un drop de 6 cm, donc plutôt vers le maximaliste. Et en regardant sa montre, parce qu'on a analysé la charge, on a remarqué qu'il y avait une moyenne de 150 pas par minute sur ses sorties. Donc la question de la technique de course s'est posée. Qu'est-ce qui existe en termes de prévention des blessures par la technique de course? Eh ben, il faut faire de la modération d'impact. Les repères simples, on en parlait tout à l'heure sur la cadence, on rebondit bien, c'est d'une cadence élevée, aux alentours de 180 pas par minute à plus ou moins 10. Ça, c'est assez facile de le regarder. La plupart des gens ont quand même maintenant une montre connectée pour aller regarder ça. La deuxième facteur, c'est un bruit d'impact qui doit être minimal. Donc, essayer d'amortir au mieux et une foulée qui doit être plutôt médio-pied si c'est possible. Si ce n'est pas encore possible, il faut aller vers ça, mais très doucement. Toujours dans le concept d'amorti. La clé, c'est d'avoir des petits pas et peu de bruit. Sur la question de l'amélioration de la technique, quand on n'est pas sur des sportifs professionnels, mais sur des sportifs amateurs, on va dire ça, le plus simple, c'est de courir souvent sans forcer les changements, pas courir longtemps, de ne pas courir vite au départ, mais de courir souvent. Et elle va s'affiner d'elle-même avec le temps. En conclusion, les contraintes sont liées au volume, à la vitesse, au dénivelé, au type de terrain, mais aussi à la cadence de course qu'on va pouvoir retrouver. La foulée s'affine avec le temps. Il faut surtout augmenter la cadence pour limiter les impacts.
Petit bémol sur la petite point d'attention sur la surcorrection. Quand on veut corriger la technique chez un coureur amateur, ça peut réduire l'efficacité. Trop intellectualiser le geste, ça peut nuire à la performance aussi. Voilà, on voulait terminer par une petite réflexion globale. Déjà, ce qu'on vous a donné, c'est des caricatures. Presque chaque sujet mériterait une journée entière de formation. Donc, voilà, on a essayé de sortir des grandes lignes, si on veut avoir un message un peu commun. J'ai eu la chance, grâce à Aurélien Romano, de passer 2 années sur l'UTMB en tant que kiné. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que 2014, on est au Arnouva, 100e kilomètre. On retrouve énormément de gens avec des syndromes de l'essuie-glace. Et l'année dernière, on est toujours au même endroit et pas de syndrome de l'essuie-glace ou très peu. Et on se retrouve avec énormément de personnes avec des tendinopathies des releveurs, qui montre qu'on a beau étudier pas mal de choses, voire prévoir pas mal de choses, c'est vraiment multifactoriel le trail, surtout une fois qu'on commence à allonger les distances. Et on a beau essayer de prévoir un maximum de choses, parce que les gens qui arrivent sur l'UTMB, je vous assure que vu le prix du dossard, ils ont essayé d'optimiser. Eh ben, on ne peut pas tout prévoir, et c'est peut-être ça qui fait aussi la beauté de ce sport. Allez, on va conclure, comme ça on sera presque rentré dans le quart d'heure. Pour conclure en trail, avant de viser la performance, il faut d'abord apprendre à prévenir les blessures. Par l'apprentissage de la gestion individuelle et progressive de la charge, en insistant avec les patients qu'on va avoir sur l'importance de la planification, mais aussi l'ajustement de la planification en fonction des ressentis. Le renforcement, c'est intéressant s'il est global. Il faut plutôt viser en premier lieu la mobilité et pas simplement faire des squats. Et enfin, la foulée cadencée permet de soulager les contraintes. Merci. Juste Morgane, une remarque. Le drop à 6 cm, je veux bien essayer de courir en talon, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Pourquoi tu n'as pas vu de drop à 6 cm? Ça fait haut quand même de haut, ça fait haut, ouais. Du coup, c'est à toi, Jérôme. On va passer au docteur Lacroix, qui va nous parler de l'intérêt des épreuves d'effort dans la pratique globalement sportive et, oups, et du type d'épreuves d'effort qu'on peut faire dans le cadre de la pratique du trail. Ouais, non, moi, Donc, 5 minutes. bon, on a un quart d'heure plus 5 minutes. Le temps peut paraître long et court à la fois. Donc, ça va être difficile de respecter ce temps pour ma part. Donc, je vais essayer d'être efficace et lire que mes slides et pas faire de grosses déviations. Donc, Ouais. ok. Je vais être là pour vous laisser le topo. Donc, on va faire un petit plan d'introduction. Quand on parle d'épreuve d'effort, de quoi on parle? Les recommandations chez le sportif. Beaucoup de personnes pensent que ça peut être intéressant. On verra que ça peut être intéressant dans certaines situations, dans d'autres non. Savoir vraiment pourquoi on peut faire l'épreuve d'effort. Et après, une petite slide, puisqu'on a dû prendre les côtés un peu courts. Pour un test d'effort qui peut être intéressant chez le trailer. Donc déjà, une épreuve d'effort, à quoi ça sert? Ben, déjà pour la santé. C'est même notre cadre principal. Ça nous permet de faire du dépistage d'événements cardiovasculaires. Ça nous permet également d'évaluer la condition physique. On voit qu'il y a un lien direct entre la consommation d'oxygène qu'on va mesurer, donc le VO2 max, donc capacité maximale. Et donc il y a des niveaux un petit peu de seuil, un petit peu de VO2, auquel cas finalement on peut avoir une valeur prédictive de la mortalité cardiovasculaire. Et après, on peut avoir des guides de réentraînement à l'effort. Donc là, on est surtout sur le côté santé. Donc ensuite, on peut l'avoir sur le côté performance. Sur une même épreuve d'effort, on peut avoir des évaluations particulières. On fait un petit point sur quels sont les facteurs de performance. Et donc, on peut avoir pour l'individualisation de la performance. Et après, dans le lien, on peut avoir sur le point de l'optimisation. Donc, ce sont des épreuves d'effort qui, finalement, sur le papier, ça semble être la même chose, hein. On est au début au repos. Pendant un certain temps, on se fait crier dessus. Et à la fin, on est en récupération. Et donc, dans ce projet-là, on va avoir différentes évaluations, d'analyse, donc des échanges casuels.
C'est déjà fini. Ton temps est terminé, Jérôme. Et là, on peut. Il y en a certains ici qui ont fait des épreuves du corps, vous l'avez vu, ils ne sont pas morts, les autres sont pas venus, mais techniquement, c'est des choses où on va faire sur différents ergomètres, et donc surtout par rapport à la question qu'on pose. Si c'est une question de santé, on adaptera le protocole. Pour la performance, on adaptera également. Ok. Il y a quoi dans l'épreuve d'effort? Simple. On a des paramètres donc maximaux, c'est toujours intéressant d'avoir ces valeurs de VO2 max, débit de consommation d'oxygène, de PMA, puissance maximale aérobie, de VMA, vitesse maximale aérobie. Sauf que dans la vie de tous les jours, on ne sera pas tant dans les valeurs maximales, on sera surtout sur des valeurs sous-maximales, notamment pour l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'on a d'autant plus intérêt d'avoir une évaluation qui se fait de façon progressive pour être le plus précis finalement, sachant qu'on est dans un laboratoire, donc il y a quand même des choses à pondérer. Mais les valeurs maximales, finalement, elles vont avoir un sens, mais les valeurs sous-maximales seront quand même plus pertinentes. En fait, on va avoir des données mesurées, des données calculées. On sera toujours avec des notions de je suis sur un vélo ou sur un tapis, j'ai une turbine, ça me permet de calculer finalement des débits de ventilation. Je vais avoir des analyseurs de gaz pour voir le CO2 que je consomme, le CO2 que je rejette et l'oxygène que je consomme. Et en fin de compte, dans ces paramètres-là, je vais pouvoir avoir des évaluations de cassure de courbe. En gros, la question, c'est pourquoi on respire. Est-ce qu'on respire pour consommer de l'oxygène ou est-ce qu'on respire pour rejeter son CO2? Pour certains qui ont pu faire des épreuves d'effort, qui entendront déjà ça, donc je vais répéter. La charge de travail, donc ça c'est important de voir, que ce soit sur un vélo, soit sur un tapis. On mesure la pression artérielle, le CG et la SpO2 finalement à l'oreille. Et après, on peut, on va dire, rajouter plein d'autres éléments, des éléments sanguins, donc les fameux lactates à 3 minutes par exemple. On peut avoir une cinétique du lactate. On peut avoir après des prélèvements sanguins pour pouvoir avoir le taux d'oxygénation. Ça dépend après du niveau on va dire, d'expertise qu'on va chercher. Et on va voir que ça a quand même un lien par rapport à ce qu'on peut faire sur le terrain. Donc les réponses à l'entraînement, moi finalement je vais m'entraîner pour essayer de me sentir mieux. On l'a bien vu juste avant, il y a le côté de pourquoi je fais les choses. Est-ce que je fais les choses pour me faire plaisir à la tête, je mets mes chaussures et puis je vais courir et puis ça me fait du bien? Est-ce que je fais ça pour m'entraîner? Est-ce que je fais ça pour me réentraîner? Et finalement, on a beau avoir des bonnes recommandations de dire on va aller à telle intensité pendant tant de temps, carrément, ça fait quand même plaisir de se mettre une bonne séance bien énervée où on sent que ça pique et on ne rentre pas à la maison. Donc c'est pour ça. Pourquoi finalement on fait les choses? Et donc là, il va y avoir ces notions de l'inné et de l'acquis. Finalement, on a tous un potentiel qu'on va plus ou moins optimiser. En fonction de ces objectifs, il y a les personnes qui vont être plus à l'aise sur de l'ultra-trail, d'autres qui vont être plus à l'aise sur du trail, d'autres qui vont être plus à l'aise sur du paddle. Bref, tout le monde a trouver son plaisir. Et en fait, on va avoir des réponses. Ça, un panel de réponses, et les réponses cardiovasculaires, respiratoires, musculaires. C'est ce qu'on va pouvoir évaluer finalement sur l'épreuve d'effort. Mais au final, on aura également sur les réponses cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'à la fin d'une épreuve d'effort, pour qu'elle soit maximale, elle doit être encouragée. Donc si on a notre sportif qui, au bout d'une certaine puissance, dit on fout, mais on n'aura pas ce côté vraiment motivationnel. Alors qu'à l'inverse, il y a certains épreuves d'effort où on peut enchaîner 2, 3, 4 paliers avec de l'encouragement. Et l'objectif, c'est de voir les capacités maximales. Capacité maximale aérobie, mais sauf que quand on a atteint notre plateau de VO2 max, notre consommation maximale, ben, on va avoir des éléments supra-maximaux. Mais au final, en fonction de la pratique, sur du trail, on est rarement au maximal, en phase maximale de ses capacités. Mais en gros, on peut voir comment notre corps s'adapte. Il n'y a pas des réponses neurologiques, hématologiques, hormonales. Donc, les facteurs de performance en aérobie. Techniquement, le trail, on a vu la définition, donc c'est courir dans des environnements particuliers en nature. Et au final, on va avoir sur le côté physiologique les facteurs, donc on sera plutôt sur la prédominance aérobie. On est en dessous finalement du VO2 max, on est sur un pourcentage de VO2 max. Donc, c'est bien d'avoir un gros VO2 max. Ok, un débit de consommation d'oxygène pour donner un ordre d'idée. Quand on commence à être sur du 90 millilitres minute kilo, qui sont les trailers des biathlètes, voilà, ça ne sert à rien d'être tous là pour prendre du plaisir à faire la course à pied. Mais au final, ok, j'ai un gros réservoir. Mais il y a cette notion ici de temps limite. En gros, combien de temps je vais pouvoir tenir au plus haut pourcentage de VO2 max. Et je vais avoir un élément, l'économie de course. Donc, dans ce principe,
c'est que si j'ai un gros VO2 max, j'ai un gros réservoir, mais que finalement j'ai un temps limite où je tiens que 5 minutes à 80%, à 70% de mon VO2 max, ça ne va pas tenir grand-chose. Si j'ai un grand VO2 max et j'ai une économie de course qui n'est pas efficace, on imagine, j'ai une voiture, j'ai un réservoir de 100 litres, sauf que je fais du 30 litres au 100. Bah, c'est peut-être mieux d'être sur un 80 litres et de faire du 10 litres au 100. Voilà, et un type de performance. Sachant que là, on est sur de la performance aérobie, c'est comme si on était tout plat sur un tapis, sauf qu'il y a des relances et des périodes où on va avoir de la fatigue, on va avoir de la fatigue cardiovasculaire, de la fatigue musculaire. Donc en gros, l'idée c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas que de la physio, il y a aussi de la technique, de la tactique, il y a d'avoir du renforcement musculaire. Mais dans ces idées-là, c'est que d'avoir le plus gros VO2 max, c'est pas forcément la plus grosse performance. Sinon, c'est du sport, on reste à la maison. Le mieux, voilà, c'est des éléments comme ça qui vont se travailler. Une épreuve d'effort. Donc ça peut se faire en laboratoire, c'est ce qu'on va faire, mais on peut avoir des épreuves d'effort de terrain, avec ou sans analyseur de gaz. C'est toujours mieux d'avoir un analyseur de gaz pour être plus précis sur la consommation d'oxygène CO2 rejeté. Soit sur vélo, soit sur tapis, on peut avoir plein d'autres épreuves d'effort. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on veut absolument se dire quel est ma VO2 max, mon VO2 max, mon débit de consommation d'oxygène. Et bah, j'ai des tests qu'on peut faire. Donc ça, souvent, ce sont des tests qui sont faits sur le terrain, sur piste d'athlétisme, donc qui ne sont pas forcément adaptés pour le trail, mais voilà, il y a des tests qui existent. C'est les mêmes choses. Le test triangulaire, je monte progressivement. Test rectangulaire, finalement, le Mini Cooper qui est assez connu, c'est je suis sur une piste d'athlétisme, mais je dois savoir courir régulièrement. Ce n'est pas des grandes accélérations ou décélérations. Et avec ça, finalement, j'ai des valeurs qui peuvent, soit sur mon épreuve d'effort, je vais les valider, je vais les valider de terrain. Donc, en gros, bah, je vais prendre les données qu'on m'a proposées et ensuite, bah, je fais un test terrain. Soit bah, il faut un peu de matériel, mais finalement, voilà, on peut avoir ses propres valeurs sans avoir la consommation d'oxygène directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la VMA seule ne permet pas d'établir des entraînements précis. En gros, l'idée, c'est que c'est bien de connaître sa vitesse maximale aérobie, c'est quand même bien aussi de savoir en combien de temps on y monte, si on a envie de faire des choses maximales. Mais en fin de compte, on peut avoir une plus grosse VMA, mais si on a une économie de course qui n'est pas bonne, on comprendra qu'au final, ça ne servira à rien. Donc vraiment, c'est cette notion de coût énergétique qui peut être intéressante. Et en fait, ça dépend de l'ergomètre. C'est-à-dire qu'il y a autant de VO2 max ou de VMA que de protocoles qu'on peut proposer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve le protocole adapté. Il y a quelques variations, mais le fait d'être en laboratoire, c'est pas la même chose que d'être sur terrain. Le fait d'être sur un vélo, un tapis de course, on ne va pas utiliser les mêmes muscles finalement. Pour la locomotion aussi, mais on a des muscles stabilisateurs qui vont faire une augmentation de la consommation. Si j'ai du haut du corps, finalement, s'il y a pour des épreuves d'effort particulières, je peux faire même donc, sur les machines à pagayer. Bref, je peux trouver des ergocycles pour n'importe quelle épreuve d'effort. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir des évaluations et des estimations terrain, donc VO2 max, donc il y a des méthodes de calcul. Alors, on voit, hein, elles sont plus toutes jeunes, hein, 92, 83, mais finalement, on sait que sur le terrain, avec son VO2 max, on peut passer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'on a des tests de terrain qui nous permettent de calculer notre PMA, mais finalement, si je multiplie par 3,5, je peux avoir mon VO2 max relatif. C'est un peu des modes de calcul bon, un peu plus perfectionné que peuvent donner les montres, mais vous avez vu que vos montres peuvent vous donner votre VO2 max. Sauf que vous n'avez pas un capteur qui est calibré directement, calibré, et puis après, apporté à votre bouche. Si vous n'avez pas d'analyseur de gaz, jamais vous pourrez avoir un débit de consommation d'oxygène. Sauf qu'en fonction de votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe, votre intensité d'effort, votre fréquence cardiaque, ben, il y a des algorithmes qui vont dire que vous êtes à tant de pourcents de VO2 max. Et puis si en plus on rajoute des valeurs en disant on ne va pas prendre le 220 moins l'âge classique, on va prendre ses propres valeurs, ben, la machine va être un peu plus précise. Mais à force d'avoir une banque de données, ils seront plus précis. Mais bon, c'est vrai qu'on en déçoit quelques-uns qui arrivent et qui disent ah, j'ai un VO2 max à temps et sur le vélo, c'est un petit peu en dessous. Donc, on est un peu sévère, mais au final, il faut savoir que ce sont des algorithmes, c'est toujours une question de mesurer ou calculer. Ensuite, donc les différentes recommandations de la réalisation des épreuves d'effort. Qui a un intérêt à faire une épreuve d'effort? La l'évaluation cardiovasculaire ou respiratoire. Si j'ai des facteurs de risque cardiovasculaire, okay. J'ai une minute aussi pour si j'ai des symptômes à l'effort, bah, si j'ai des symptômes à l'effort, il faut voir l'effort. Si j'ai des anomalies à l'ECG, ou si c'est dans le cadre de mon bilan de surveillance médicale réglementaire pour sportifs de niveau, en gros, c'est en fonction de la charge d'entraînement qui va être imposée pour les sportifs de niveau, ils demandent en fin de compte une évaluation annuelle ou autre. Et donc là, je vais devoir accélérer, hein, désolé, mais il y a des anomalies ECG, il y en a qui sont acceptées, il y en a qui sont modérément acceptées et d'autres qui ne sont pas du tout acceptées. Et avec ça, finalement, on va avoir un algorithme qui va nous permettre de nous dire
oui, il y a un intérêt à faire des pas d'effort. En gros, c'est dépister une anomalie. Et après, ben, on peut avoir sur l'évaluation de la performance. Et donc l'évaluation des fameuses zones d'entraînement, 3 zones, 5 zones, 7 zones, en fonction de cette discipline sportive et en fonction de ce qu'on a envie d'être accompagné. Donc ça, c'est sur les recommandations de la Société française et européenne de cardiologie du sport. Les facteurs de risque, ben, en fait, il va y en avoir plein. Il y en a certains, notamment pour le basket, qui proposent un facteur de risque, ce qu'ils appellent SCORE, pour un système Coronary Risk Evaluation. Et en fin de compte, le problème, c'est que c'est qu'à partir de 40 ans. Sauf que nous, on a des basketteurs qui vont arriver et qui seront un peu plus jeunes. Donc, ce n'est pas forcément les bonnes valeurs de facteurs de risque. Donc, après, on a les classiques qu'on connaît tous en fonction des facteurs de risque non modifiables, des facteurs de risque modifiables, et après, ces éléments. Et en gros, l'idée, c'est que, on a dit, si j'ai un facteur de risque cardiovasculaire, c'est justifié d'aller dépister et d'aller rechercher une pathologie cardiovasculaire à l'écran. Là, on a un résumé. Là, on est passé sur 35 ans. Donc, on est quand même pas mal ici à avoir 35 ans, un petit peu plus. Et en fait, l'idée, c'est que, pareil, c'est que j'évalue si j'ai un facteur de risque cardiovasculaire. Mais en fait, si j'ai, allez, 35 ans, je fais déjà une activité physique et finalement, j'ai un tracé ECG qui est normal, je n'ai pas de symptômes à l'effort, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ouais, c'était vraiment plus de 5 minutes. Ouais. Et après, en fait, l'idée, c'est dans le cadre de dépistage de pathologie coronarienne. Là, on voit que c'est en fonction, une autre représentation, c'est en fonction de les épreuves. Est-ce que je fais une activité physique dynamique ou statique en pourcentage et en pourcentage de VO2 max, finalement, l'intensité de mon effort. Et on voit que la course à pied, on est sur une dynamique qui est plutôt forte, 70% de VO2 max. Après, il y a le volume. Là, on est surtout sur l'intensité. Il y a cette notion de volume. Et là, cette recommandation-là, c'est quand même intéressant de se dire, OK, je suis sportif. Finalement, une épreuve d'effort, elle est indiquée si j'ai des symptômes. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, c'est est-ce que c'est envisagé si j'ai des facteurs de risque cardiovasculaires. Mais si je suis sportif et que j'ai rien de tout ça, finalement, aller chercher un dépistage n'aura pas forcément de sens là-dessus. Et après, si j'ai envie de reprendre une activité. Et c'est pour ça que ça, c'est la slide finalement qui est intéressante. Alors, je sais que je ne me fais pas de pub pour les pas d'effort là-dessus, mais c'est qu'en gros, la sensibilité et la spécificité, ce n'est pas exceptionnel. Donc, si on y va pour dire, ouais, j'ai 45 ans, et ouais, j'ai pas de facteur de risque, je me sens très bien et je vais toujours faire de l'activité physique, ok, là, techniquement, on n'est pas recommandé. Parce que la probabilité qu'on mette en évidence une anomalie, la sensibilité, c'est que je suis malade et que mon test soit positif. La spécificité, c'est que mon test est positif et que je suis malade. Et en fait, l'idée, c'est que ce n'est pas exceptionnel là-dessus. Ensuite, c'est la dernière slide. Donc, c'est le côté d'un test particulier qu'on peut faire, test incrémental. Finalement, on arrive au maximum de ses capacités, que ça soit donc sur un vélo. Et là, le test incrémental, c'est là comme ça, on ne le voit pas trop, mais on le compte. Une minute en temps de repos pour avoir nos valeurs de repos. On commence à 2 km/h, puis 0,4 km/h toutes les minutes jusqu'à épuisement. Là, en fait, on va avoir une épreuve d'effort pour qu'elle soit maximale. Finalement, il faut qu'elle soit, c'est le sportif qui en peut plus. C'est-à-dire que 90% de la fréquence cardiaque maximale théorique, ça peut être des éléments qui sont gardés pour les cardiologues, où l'idée, c'est qu'on leur crie dessus jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Et en fait, l'idée, c'est de voir sur un profil, alors il va y avoir forcément une fatigue musculaire qui va s'intégrer, d'où le fait de la possibilité, mais en gros, on va avoir nos paramètres maximaux, notamment nos paramètres. Voilà un petit peu comment ça peut se passer. Et puis voilà. Pas forcément dans l'extra. Et je laisse la main à une partie de moi. Ouais. Ah. Hop, professeur Yannick Beck. Et donc, Lorraine. Raconte. Alors, je vais te rendre le petit truc là, avec le plus en haut. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, je vais essayer d'aller, ça marche, oui. Un tout petit peu plus lentement, essayer de lui permettre de récupérer. On voit un petit peu de fatigue s'installer. Bon, alors, je vais. Proche le micro. Ouais, très bien. Je vais vous, avec prudence, hein, vous exposer. On va. J'appuie sur le truc qui passe pas. C'est bien, c'est bon? Non, 2 minutes. Non. Bon, alors, on le fait en deux parties. Je vais essayer de vous donner quelques bases physiologiques.
qui vont vous permettre de comprendre quels sont les principes de la nutrition pendant l'exercice physique. Et surtout, le côté pratique, c'est Lorraine qui va vous l'exposer. Et je vais essayer de vous donner les bases pour comprendre que la partie pratique, eh bien, elle est encadrée et qu'on ne l'invente pas. Alors, ça passe pas, ça? Vous avez pu... Oui, là-dessus? Hein, C'est c'est bon, bon, ça passe. c'est bon. Passé, oui, ça Vous passe. allez trop vite. C'est bon. Alors, c'est très simple la nutrition. C'est l'équilibre entre la dépense énergétique que vous allez avoir et les carburants disponibles. Donc, en premier lieu, quelle est la dépense? Alors, la dépense énergétique lors de la course à pied a été évaluée depuis longtemps par un très bon physiologiste qui s'appelait Margaria, qui était vraiment le pape de la physiologie dans les années 30. Et il avait montré que la dépense énergétique pour la course en terrain plat, c'était 1 kilocalorie par kilogramme et par mètre parcouru. En clair, 10 km en terrain plat, c'est 700 kilocalories. Alors, il y a eu des études récentes sur le trail où effectivement ce n'est plus du terrain plat, ça monte, ça descend, et on s'aperçoit que ces études ont permis d'estimer que pour une femme de 50 kilos, on dépense en 3 heures de trail à peu près 3000 kilocalories. Donc on arrive à 1000 kilocalories dans terrain varié. Pour un homme de 65 kilos, c'est à peu près 3900 kilocalories. Tout ceci veut dire que le dénivelé, à la fois en montée et en descente, augmente de 25% à peu près la dépense énergétique. Alors, comment se situent ces niveaux de dépense énergétique? C'était un peu pour l'illustrer. Il y a une très belle étude assez ancienne, 89, qui a été faite avec une méthode très précise sur le Tour de France. Les coureurs du Tour de France, sur une étape, dépensent à peu près de 6 à 9 000 kilocalories. Et on estimait à l'époque que c'était le maximum pour les humains. Lors d'un Ironman, une mesure, Hawaï ou Nice, c'est à peu près 9000 kilocalories. Et une étude très bien faite par l'équipe de Grégoire Millet, qui est, à mon avis, en France, le meilleur physiologiste du trail. Alors, c'est Jiménez, ça a été fait par et Dumke aussi, qui avait travaillé dans son équipe. C'est sur un seul coureur portant un K2, c'était un K4, a permis d'évaluer la dépense par mesure directe de la consommation d'oxygène aux alentours de 13 000 kilocalories. Donc on s'aperçoit qu'un trail de 160 km, ça dépasse largement ce qu'on pensait le NEC plus ultra, le Tour de France. Alors on peut aujourd'hui considérer ce niveau de dépense énergétique comme un maximum supportable par l'homme. Bon, peut-être qu'on ira encore au-delà. Alors, quels sont les carburants? Les carburants, ben, c'est très simple. Le carburant noble, c'est-à-dire le super, c'est celui qui fournit des sucres. C'est le glycogène qui est stocké soit dans le foie, soit dans les muscles. Ce glycogène, ce carburant, représente à peu près de 3 à 4 000 kilocalories mobilisables. Donc vous voyez déjà que quand on a fait 3 heures de trail, eh bien on arrive à l'épuisement de ces réserves de glycogène, c'est-à-dire que le carburant noble, le sucre, il est épuisé. Et on va voir quelles sont les conséquences. Donc là, on va passer au diesel. Le diesel, ce sont les graisses. Alors les graisses, ben, on en a beaucoup, des fois trop. Et ces graisses, eh bien, au bout du compte, on a 140 000 kilocalories de graisse mobilisable. Il y a de quoi courir 40 marathons à la suite. Donc on se dit, ça va aller. Malheureusement, ben, ces carburants n'ont pas la même efficacité. C'est-à-dire que les graisses, tout de suite, et je vais vous le montrer plus loin, ne permettent pas de soutenir un effort important. C'est-à-dire que dès qu'on a épuisé les sucres, eh bien, on passe avec une autre forme de carburation et on peut travailler à peu près à 60-70% de son max. Donc, bah, la capacité de course, et vous allez voir la vitesse de course, si on n'a plus de sucre, eh bien, ça s'effondre, ça se réduit considérablement. Alors, ces carburants, surtout les sucres, le carburant qui va permettre de maintenir la glycémie et ce qui évite les hypoglycémies, c'est le glycogène hépatique. Et lui, il est encore plus réduit que le glycogène musculaire. Le sucre qu'on a dans les muscles, il ne va pas permettre de maintenir la glycémie. Il est utilisé in situ. Donc, ça veut dire qu'on est aussi au bord de l'hypoglycémie si on est dans ces plus de 3 heures d'activité physique sans apport de sucre exogène, et j'anticipe sur ce qui vous sera dit tout à l'heure. Alors, il y a une étude assez ancienne, mais que je trouve remarquable, d'un très grand physiologiste français qui après a travaillé au Canada, c'est François Perronnet,
qui a fait un ouvrage qui s'appelle Le Marathon, qui est toujours la Bible, et qui illustre bien cette dépendance au sucre. Un coureur qui va avoir une quantité de sucre au départ du marathon inférieure à la normale, parce qu'il aura eu un régime glucidique assez pauvre, j'anticipe. Eh bien, au bout du compte, pour Perronnet, il frappe le mur à peu près à 30 km. Et quand il frappe le mur, sa vitesse de course s'effondre. Il arrive, mais il met 5 heures. Avec la même aptitude physique, un sujet qui a qui a un stock de glycogène à peu près normal. Il va frapper le mur un peu plus tard et il va arriver à 4 heures. Et si on a optimisé ses réserves en glycogène, eh bien, au bout du compte, il va arriver à tenir 3h30 et arriver au bout du marathon avec son glycogène. Alors, ça, c'est une étude de Perronnet. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est toujours l'équipe de Grégoire Millet. Le premier auteur, c'est Jiménez, et c'est publié dans MSSE. Ils ont suivi, alors, ça a été dur. Ils ont fait faire un trail simulé en laboratoire sur tapis roulant avec des montées et des descentes, les pauvres gens. Et ils s'aperçoivent une chose très intéressante, c'est que l'index que l'on a, nous, d'utilisation préférentielle des lipides pendant une course, c'est le quotient respiratoire. Donc, je fais grâce. Ça veut dire que quand ça baisse, eh bien, qu'on n'a plus de sucre et qu'on commence à utiliser les graisses. Eh bien, on s'aperçoit que la diminution de la vitesse de course est proportionnelle à la transition du métabolisme avec un peu de sucre vers un métabolisme qui utilise des graisses. Alors, hop, je passe à la suivante. Alors, il y a une étude qui permet de voir que cette dépendance au sucre a un rôle très important sur la vitesse de course, plus que l'apport calorique total et plus que l'apport ou de protéines ou de sucre. Alors ça fait rêver. C'est une étude qui a été faite par des Japonais lors du trail du mont Fuji. Alors, effectivement, hein, c'est intéressant. Bon, je peux aller plus vite, hein, je peux me faire harakiri, supprimer la diapositive, passe à l'autre. Non, non, je vais pas le faire. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, là, c'est un peu technique. On appelle ça le coefficient de corrélation, ce qui montre la puissance de leur relation. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est important, c'est d'abord la totalité d'apport calorique pendant la course. La corrélation est de 0,81. Que le paramètre le plus important, c'est l'apport d'hydrates de carbone, 0,79. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il faut apporter des calories et il faut apporter des calories sous forme glucidique. Et si on apporte des protéines, ben non, c'est pas très bon, hein, c'est 0,44, c'est-à-dire que c'est pas une bonne corrélation. Et l'apport de graisse, c'est encore moins bon. C'est-à-dire si on met des graisses pour disant je veux compléter ce que je perds en mangeant des graisses pendant un trail, eh bien la corrélation n'est pas très bonne avec la vitesse de course. Alors, question pratique, est-ce qu'il faut prendre beaucoup de sucre d'un coup ou en prendre de manière régulière pendant toute la course? Et ces mêmes auteurs, ils apportent la réponse. Ils s'aperçoivent que le pire, quand on fait un trail, ce qui va réduire la vitesse de course de la manière la plus significative, c'est les baisses de glucose pendant la course, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes d'hypoglycémie. Que le mieux, c'est d'avoir un maintien stable de la glycémie. Ça, c'est vraiment dans cette étude le plus intéressant, c'est de voir que le maintien d'un taux moyen de glucose pendant toute la course, c'est ce qui est le plus efficace pour maintenir la vitesse de course. Alors, dans cette étude, mais j'anticipe sur ce que dira Lorraine, le bon apport, c'est de 30 à 50 grammes par heure d'activité physique. Et les coureurs qui ont consommé moins de 0,8 grammes par kilo, c'est ceux qui ont présenté la plus forte réduction de vitesse de course. En clair, ça veut dire ce qu'il faut éviter, c'est l'hypo. C'est assez simple. Hein. Alors, autre facteur, je vais très vite, qui va pénaliser les coureurs pendant l'absorption de nutriments pendant la course, ce sont les troubles digestifs. Alors, ça, c'est connu depuis longtemps. Tout effort de longue durée amène inéluctablement des troubles digestifs. D'abord des douleurs gastriques, des vomissements, des diarrhées et des saignements digestifs. C'est des études anciennes, hein, Bruns, qui a montré que 30% des coureurs à l'arrivée d'un marathon ont un hémoculte positif. Alors là, je vous fais grâce, hein, c'est compliqué. Je vais peut-être tout de suite passer à la diapositive suivante. Ça, c'est les mécanismes qui expliquent. Alors, je passe à la diapo suivante pour gagner du temps. C'est un travail qui a été fait dans mon laboratoire il y a longtemps, hein, en 90, qu'on ne ferait certainement plus aujourd'hui. Il y a 7 coureurs qui ont accepté de courir leur distance de course habituelle. On avait notamment un coureur de 100
km et de 50 km qui se plaignaient de gastralgie à chaque course. Donc on leur a fait une fibroscopie avant une course et après la course. Sympa ça. Comme je fais des manips, je les fais. Hein. Bon, on a vu des choses très intéressantes qui expliquent pourquoi certains ont très mal et beaucoup perdent du fer quand ils font des efforts prolongés. Le sujet qui avait toujours des gastralgiques était le coureur de 100 km. On a fait une biopsie, hein, quand on a fait une fibroscopie, on leur a pris un petit morceau d'estomac, puis on a regardé. Alors avant la course, vous voyez que ça c'est en bleu, c'est un film protecteur sur la paroi gastrique, qu'on appelle le film de mucopolysaccharide. C'est-à-dire que quand on est à l'état de repos, notre estomac est protégé par un film de mucus protecteur. Donc on va courir 50 bornes, puis vous voyez, il n'y en a plus. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que ce film, c'est la barrière, notamment contre tout ce qui va être agressif. Et ce qui est agressif, c'est l'augmentation. Alors, j'essaye de ne pas être trop technique, ce qu'on appelle l'augmentation de l'osmolarité du contenu digestif. C'est-à-dire qu'il vient, la densité osmolaire est plus importante, notamment lorsqu'il y a un apport de boissons hyperglucidiques, par exemple. Donc, il faut des glucides, mais pas trop, et surtout pas trop concentrés. Donc ça, ce film du mucopolysaccharide montre que l'estomac va être sensible à tout ce qui va être agressif. Deuxième aspect, alors sur 7 coureurs, sur 3 coureurs sur 7, je veux dire, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des segments digestifs. Alors cette image-là, ce sont des globules rouges qui passent dans la lumière digestive sur 3 coureurs sur 7. Et avec des petits épisodes d'hémorragie. Alors, c'est physiologique, hein, je ne vous fais pas peur. Ce n'est pas une pathologie. Mais ça veut simplement dire que lorsqu'on fait un effort de longue durée comme ça, eh bien, on va perdre des globules rouges, on va perdre du fer, et que si ça se répète, eh bien, ça va expliquer un petit peu les modifications du bilan sanguin lors des efforts répétitifs. Alors, hop, on va passer au suivant. Voilà, je vais essayer très rapidement. Lorsqu'on fait des exercices physiques de très longue durée, on, on va dire, je vais essayer des régimes qui vont modifier ma performance ou qui vont avoir un effet à la fois sur ma santé globale. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2021 et qui a été réalisée dans des pays germanophones, Allemagne, Suisse, Autriche, sur pratiquement 3000 coureurs de longue distance. Et ce qui était très intéressant, et là, les raisons, à la fois, c'est des raisons de performance, mais aussi des raisons d'éthique. C'est-à-dire que les pratiquants du trail sont des gens qui ont une sensibilité à la nature, à l'éthique. Et ils sont un petit peu dans notre mouvance en disant il faut peut-être devenir végétarien, consommer moins de viande. Et ils révèlent que 21% des coureurs de cette étude sont végétariens, dont 64% de femmes, 35% sont véganes, dont 65% de femmes. Alors, ces coureurs végétariens et véganes, ce qui était très intéressant, sont souvent des coureurs amateurs, alors que les coureurs élites restent plutôt omnivores. Mais il y a une méta-analyse très bien faite en 2021 qui montre que l'adoption d'un régime végétarien au long cours, ne diminue pas les performances, mais ne les améliore pas, mais surtout ne les diminue pas. Par contre, et dans cette étude, il y a eu un suivi, ils s'aperçoivent que ces coureurs ont des paramètres de santé, des profils de santé qui sont meilleurs que les coureurs omnivores. Donc ça, c'est un sujet ouvert à débat, c'est-à-dire que si on a à la fois une préoccupation d'éthique et de bonne santé, par le fait de devenir végétarien, mais modifier son alimentation en situation d'entraînement pour avoir un apport de végétaux un peu plus important, pourquoi pas? Ça s'appelle le régime mine. Lorraine pourrait vous en parler. Alors par contre, il y a eu des méthodes alimentaires qui à un moment donné ont eu beaucoup de succès, qui reviennent sur les premières diapos que je vous ai montrées en disant au bout du compte comment on utilise les graisses. Pourquoi pas s'habituer à utiliser les graisses? Donc il y a un moyen très simple, c'est de se soumettre à des régimes hyper gras. Alors effectivement, scientifiquement, on sait que quand on soumet un organisme à un régime hyper gras, il va être beaucoup plus capable de métaboliser les graisses pour le même niveau d'énergie. Mais par contre, dans toutes les études expérimentales qui ont été faites, eh bien, on s'aperçoit que ces régimes hyper gras n'augmentent pas la performance, même seraient plutôt délétères. Donc aujourd'hui, les régimes dont on entend parler, qui sont des régimes de type cétosique notamment, hein, qui consistent à avoir un régime très très gras, c'est-à-dire 75% de graisse, 15% de protéines. Moi, j'ai des patients qui passent en disant moi, je me suis mis keto.
Alors, la réponse scientifique aujourd'hui, c'est que c'est pas franchement efficace pour la performance. Voilà. Bon, là, j'ai fait la partie un peu physiologique. Maintenant, je passe à la fois le micro comme ça, à Lorraine qui va vous donner l'aspect pratique qui est soutenu aussi par la physiologie. Ça tombe bien, il te reste 5 minutes. Je vais essayer d'être rapide. Je ne promets pas les 5 minutes, mais je vais essayer de faire rapide. Donc, bonsoir à tous, merci d'être ici. Moi, je vais essayer d'être plutôt pratique sur comment préparer une épreuve d'effort type endurance, type trail, du coup. Donc, comment s'alimenter avant, pendant et après une épreuve de ce type. Donc, l'alimentation avant va commencer, les recommandations, ça va être J-3 avant l'épreuve. Donc, comme l'a bien dit le docteur Guézec, l'objectif, ça va être de faire une surcharge glucidique pour augmenter notamment notre taux de glycogène hépatique et musculaire afin d'arriver à un apport maximal le jour de l'épreuve. Donc, pour cela, c'est simple, on va augmenter notre part de glucides dans notre alimentation. Donc, normalement, on est plus autour des 50-60% de recommandations. Là, on va être plus sur les 60-70% à J-3. Et pour cela, on va diminuer la part des lipides de notre alimentation. Par contre, la part des protéines va rester identique à nos habitudes alimentaires. Deuxième chose importante qu'on va commencer dès J-3, il a dit, une des raisons souvent d'échec sur ces épreuves-là, ça va être les troubles digestifs qui arrivent sur les épreuves d'endurance. Donc, à partir de J-3, on va commencer à faire attention à tout ce qui est sphère digestive et d'essayer de mettre un peu de préserver un peu tout ça. Donc, on va éviter tout ce qui va être fibre. Donc, à partir de J-3, nous, on conseille déjà d'arrêter tout ce qui est crudité et de plutôt être sur des crudités, donc des légumes cuits, faciles à digérer. Donc, on va éviter tout ce qui est crucifères, choux, brocolis, tout ce qui va être aussi légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés. Tout ça, c'est très riche en fibres, donc on va essayer de les limiter. Mais aussi, du coup, tout ce qui va être riche en plats en sauce, plats très gras, tout ça, voilà, on va essayer de limiter parce que de toute façon, on doit limiter notre apport de lipides pour augmenter nos glucides. Et bien sûr, aussi tout ce qui est alcool. Autre chose à faire attention sur ces derniers jours, c'est d'assurer un apport hydrique suffisant, au moins minimum 2 litres par jour. Si on a tendance à être au-delà des 2 litres, on continue à s'hydrater comme habituellement. Mais pourquoi il faut faire attention à ça? Car ben, l'augmentation du glycogène entraîne avec lui des molécules d'eau, donc c'est vraiment important de rester bien hydraté. On arrive au repas de la veille. Donc là, le stock de glycogène, on va dire, il a été fait sur les jours précédents, sur les repas précédents. Donc l'objectif, ça ne va pas être de surcharger ce dernier repas. Au contraire, ça va essayer de limiter un maximum au niveau des fibres et des graisses pour favoriser aussi un bon sommeil derrière. Donc ce repas, il est conseillé de le prendre 8 à 10 heures avant le début de l'effort. Moi, j'ai tendance à dire qu'on ne prend plus du tout de fibres, donc on ne prend plus de légumes sur ce dernier repas. On va être vraiment sur viande, poisson, maigre et des féculents, pas en trop grosse quantité non plus. Et on peut faire, bon, voilà, par exemple, une entrée de taboulé ou des choses comme ça, pareil, glucidique, mais sans surcharger au niveau des quantités, et plutôt des laitages et des fruits cuits en dessert pour limiter toujours cet apport de fibres la veille de la compétition. Donc, on arrive au jour J. Le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est que là, il ne faut pas y aller sans avoir testé. À partir de ce repas-là, même on peut dire le dernier repas de la veille, il faut que tout ait été testé avant sur vos courses longues, à l'entraînement, et pas qu'une fois. Il faut le tester vraiment 2-3 fois, que ce soit l'alimentation avant l'effort, le dernier prise alimentaire avant l'effort, mais aussi pendant l'effort. D'accord? Ça, c'est vraiment important, c'est le premier conseil. Quand on va chercher nos dossards, qu'on nous donne un gel à tester, une boisson d'effort, ne le testez pas le lendemain, le jour de l'épreuve. Ça peut être catastrophique au niveau digestif, justement, si vous ne le supportez pas. Donc, cette dernière prise alimentaire, elle va surtout dépendre en fait de l'horaire du début de la course. Plus on va avoir un départ de course tôt, plus on va plutôt favoriser les heures de sommeil et du coup être plutôt sur une prise de collation 2 heures à maximum 1h30 avant le début de l'épreuve et toujours sous un format de glucides pour préserver notre stock de glycogène qu'on a fait pendant 3 jours avant. Donc ça peut être des pancakes, ça peut être un gâteau yaourt, des bananes à bread, voilà, une compote. Si on digère plutôt bien, ça peut être aussi un apport en laitage type plutôt des laitages riches en protéines, petits suisses, fromage blanc ou skyr. Donc 2 heures avant. Par contre, si l'heure de départ est un peu plus tard,
on va pouvoir faire un vrai repas. Donc, soit on reste sur un format de petit déjeuner, mais du coup, un peu plus complet, avec du pain, on peut rajouter du jambon, une part de protéines. Par contre, pas de pain complet pour le coup, pas de pain de seigle, etc. On reste sur du pain blanc pour favoriser la digestion. Toujours dans nos histoires de limiter les fibres et les troubles digestifs après l'effort. Ou tout simplement, si on préfère, on peut prendre un peu comme un repas de la veille, un apport en glucides, riz, pâtes avec un blanc de poulet, du jambon. On peut faire ça, mais toujours 3 à 4 heures avant le départ. Ensuite, ce qui va être important aussi, ça va être de garder un taux d'hydratation optimal avant le début de la course. Donc, ce qui est conseillé, c'est de prendre 5 à 7 millilitres par kilo dans les 3 à 4 heures avant le début de la course. Donc, entre nos derniers repas, si on est sur des formats comme ça, sinon un peu plus courts. Euh, sur ces, sur cette partie-là, des fois, on pose des questions sur tout ce qui est boisson d'attente. Alors, elle n'est pas forcément conseillée à tout le monde, elle va être plutôt conseillée, moi je la conseillais sur des sportifs qui n'arrivent justement pas trop à s'alimenter comme ça le matin de la course, ou des personnes qui sont très stressées. On peut effectivement faire des boissons d'attente avec un peu de glucides dedans pour éviter justement tout ce qui est hypoglycémie, et plutôt choisir des glucides, des boissons avec des glucides fructose ou maltodextrine qui va permettre d'avoir un effet sur la glycémie moins important qu'à base de glucose. Donc voilà pour ce qui est avant la course. Et maintenant, on va parler de pendant la course. Donc le docteur Guétec l'a bien dit, l'objectif, ça va être d'apporter notamment des glucides parce que c'est notre source principale sur ces épreuves d'effort et pas forcément des lipides ou des protéines. Donc, la première chose, ça va être l'hydratation. Il faut aussi lutter contre la déshydratation sur ces épreuves d'endurance. Donc, il faut apporter de l'hydratation, de l'eau, des apports en glucides. On va pouvoir aussi apporter des électrolytes. Au minima, pour les électrolytes, je dirais c'est du sodium, mais on peut être sur d'autres apports derrière. Et après, des vitamines antioxydantes, on peut rajouter vitamine C, vitamine E ou des vitamines du groupe B. Donc, pour les recommandations, je reviendrai après sur les protéines. Les recommandations pour les apports hydriques, c'est de prendre 400 à 800 millilitres d'eau par heure d'activité, d'effort, pardon. Voire, on peut augmenter sur des personnes qui transpirent beaucoup, on peut augmenter à 1 litre s'il arrive à le tolérer. Ça représente ce qui est au niveau de l'estomac, de la vidange gastrique, on le tolère très bien. Après, les apports en glucides, eux, vont dépendre notamment du nombre d'heures d'effort, mais aussi la température ou l'intensité peut rentrer en jeu. De façon globale, ce qu'on va considérer sur des efforts de moins de 3 heures, on va être à 30 à 40 grammes de glucides par heure, alors que sur des efforts plus longs, qu'on peut vite retrouver sur des trails et des ultra-trails, qu'on soit à 60 à 90 grammes par heure. On entend parfois sur des athlètes d'élite qui montent jusqu'à 120 grammes par heure. Pour l'instant, ce n'est pas forcément prouvé qu'il y ait des meilleurs résultats. Donc 60 à 90 grammes par heure, c'est bien. Et ça, j'insiste aussi, comme je disais, que tout doit être testé. C'est un travail qu'il faut faire aussi à l'entraînement. Le système digestif s'entraîne à tolérer ces grammages de glucides. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre l'habitude sur vos sorties longues à faire. Et ensuite, donc, comme je le disais pour les électrolytes, le BABA, je dirais, c'est l'apport en sodium qui est de 1 gramme par heure d'entraînement, par heure d'effort. Et après, on peut rajouter les autres électrolytes et les vitamines, ce qu'on va globalement retrouver dans tout ce qui est boisson d'effort préalable. Par rapport au taux de par rapport à l'apport en protéines pendant l'effort, sur des efforts un peu plus courts, il n'y a pas d'intérêt à apporter des protéines. Par contre, effectivement, au-delà de 5-6 heures d'effort, on peut avoir un intérêt de prendre 20 à 30 grammes toutes les 3 heures, pas dans un objectif de performance. Ça ne va pas vous augmenter vos performances, mais par contre, ça peut diminuer les douleurs musculaires et les dommages musculaires. Donc, plutôt dans ce type de prévention sur l'apport en protéines qu'en lien avec une performance. Donc, les recommandations, moi, souvent, que je recommande, c'est de toujours partir avec une flasque de boisson d'effort et une flasque d'eau. Parce qu'au long cours, on va commencer à avoir une intolérance, enfin, pas une intolérance, mais un écœurement, des difficultés à s'alimenter plus les cours vont durer. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'apporter beaucoup de variété dans ce qu'on va prendre et de toujours avoir cette boisson d'effort et l'eau. Pour, dès qu'on prend une gorgée de boisson d'effort, derrière, on prend une gorgée d'eau pour éviter justement au long cours qu'on s'écœure. Pareil, varier les saveurs. Pour éviter tout ça, ça va être, on part avec une boisson gourmande, on va prendre les sachets de recharge, pêche, citron pour éviter tout ça. Et aussi, dans les apports,
que ce soit des gels, des compotes, des barres de céréales, on peut faire sous forme de bonbons aussi. Tout ça, il faut apporter de la variété pour ne pas vous écœurer. Du salé, on peut intégrer aussi du salé et du coup du sucré. Donc là, j'ai mis deux exemples typiques qu'on peut avoir si on veut plutôt faire des choses, on va dire, avec des aliments achetés naturels, mais il ne faut pas dire que les bonbons sont très naturels, ou des boissons de type d'effort, vraiment qu'avec des barres ou des gels. Attention aux gels qui sont très concentrés, qui sont des fois pas du tout tolérés, à bien tester aussi. Et quand on est sur des gels, de bien prendre une hydratation en même temps que le gel. D'accord? Donc voilà pour un exemple sur pendant la course. Maintenant, on a arrivé sur la ligne d'arrivée, du coup, et donc l'objectif, ça va être d'optimiser maintenant la récupération. La récupération, ça va être quoi? Ça va être primordial de se réhydrater, d'apporter des glucides parce que notre stock de glycogène a été épuisé et d'apporter des protéines pour faire la réparation musculaire. Donc, dès l'arrivée, ce qu'on conseille le plus, c'est d'apporter une hydratation. Souvent, on dit de prendre 1,5 fois le poids perdu. Donc, forcément, on se pèse rarement avant et après une épreuve. Mais par contre, ça pareil. Souvent, je dis, pendant les sorties longues, à la maison, pesez-vous avant, après. Et comme ça, vous voyez à peu près combien vous perdez sur des épreuves comme ça, même si ça sera forcément un peu plus. Mais ça vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que vous devez apporter au niveau hydrique en post-effort. On conseille aussi surtout des eaux riches en bicarbonate, donc Saint-Chior, Vichy, pour tamponner un peu l'acidité due à l'épreuve. Et ce qui peut être pas mal, surtout quand on a du mal à manger directement en arrivant d'une épreuve, c'est de faire des boissons de récupération, donc à base de glucides pour recharger le glycogène, à base de protéines, d'électrolytes et de vitamines antioxydantes ou du zen. Et ensuite, les premiers repas, ça va être de nouveau pareil. On va essayer de reprendre beaucoup de féculents, des protéines, et là on va réintroduire, mais pareil, progressivement plutôt des légumes cuits et les jours suivants plutôt des crudités. Mais le système digestif a été quand même mis à rude épreuve, donc on va repartir sur des fibres douces, mais on va rajouter rapidement dès les premiers repas, notamment des légumes cuits et des fruits pour apporter toutes ces vitamines et ces antioxydants. Donc juste pour finir, les recommandations, c'est de prendre 1 à 1,2 g de glucides dans l'heure qui suit et au niveau des protéines, 0,3 g par kilo. Donc, c'est 25 grammes de protéines, ça se fait très rapidement. On le a souvent dans les boissons de récupération. Je reviens juste sur tout ce qui est boissons de récupération, boissons d'effort. On peut les acheter toutes prêtes, mais on peut aussi très facilement les faire maison. Voilà, c'est d'être pratique. Donc là, on va finir sur la dernière présentation. Donc, ce serait le docteur, merci, le docteur Milan qui va avoir parlé là-dessus. Et puis après, bah, c'est vrai que sur les questions, il y en a certaines qui ont été notées par Gabi. Pas de questions, bah, tant mieux. Et après, si vous en avez, n'hésitez pas. Compréhensible. Allez, c'est à vous. Donc, on va parler fatigue chronique, blessure et contre-performance, si c'était le REDES. Alors, qu'est-ce que le REDES? Pendant un bon bout de temps, on a essentiellement parlé de la triade de la sportive, donc qui se résumait à l'aménorrhée, l'anorexie et une atteinte de la santé osseuse. Donc, une aménorrhée, donc c'est une absence de règles, soit au-delà de l'âge de 16 ans, ou alors une aménorrhée secondaire, c'est une absence de règles 3 mois de suite, ou un allongement des cycles hormonaux. L'anorexie, c'est une diminution, une perte d'appétit qui peut avoir plusieurs causes, soit effectivement d'origine psychologique, soit d'origine médicale si on a un souci de santé particulier, ou physiologique. On perd de l'appétit parce que parfois, quand on s'entraîne beaucoup et qu'on n'apporte pas assez, on est en carence énergétique. Et après, une atteinte de la santé osseuse, donc, qui peut entraîner des fractures de fatigue et une ostéoporose précoce. Aujourd'hui, on préfère parler de REDES parce qu'en fait, on parlait par la triade de la sportive essentiellement de la femme et en fait, ça touche aussi les hommes. Donc, qu'est-ce que le REDES? Alors, c'est le déficit énergétique lors de la pratique sportive. Donc, vous voyez là que finalement, la triade, elle explique que deux symptômes
du REDES. Et finalement, ce déficit énergétique, il peut avoir plusieurs impacts. Donc, sur les phases de croissance chez le jeune sportif, on peut avoir effectivement des retards de croissance. On peut avoir une diminution de la fonction musculaire. On peut avoir des troubles de la fonction cardiovasculaire. Donc voilà, on a quand même un bon ensemble de symptômes. C'est assez varié. Chez la femme, on peut aussi avoir des signes d'insuffisance, d'incontinence urinaire à l'effort, qui peut être aussi un facteur à surveiller. Donc, comment ça fonctionne et pourquoi on a tous ces symptômes? Au niveau du tissu adipeux, donc Yannick nous a dit qu'on avait quand même beaucoup en théorie de réserve au niveau du tissu adipeux, mais quand on n'apporte pas assez, qu'on pratique quand même beaucoup de sport, on peut être en carence, en réserve d'une petite molécule qui s'appelle la leptine, qui est un signal de survie. En gros, quand la leptine est élevée, bon, bah, tout fonctionne bien, OK pour la reproduction, OK pour la croissance, OK pour la performance. Si cette leptine, elle devient basse, insuffisante, là, ça nous envoie un petit signal d'alarme. Donc d'abord, ça a un effet sur l'axe hypothalamo-hypophysaire qui entraîne une diminution de pas mal d'hormones, la GnRH, la FSH, la LH, qui va faire diminuer la production d'œstrogènes, progestérone et testostérone. Qu'est-ce qui est atteint dans ces cas-là? Effectivement, c'est le dysfonctionnement ou l'économie d'énergie par le frein au niveau de la fonction reproductive. Au niveau du métabolisme, eh ben, le métabolisme va se mettre en système de protection, en système de repos. On va avoir une diminution du métabolisme de repos, une diminution de la thermogénèse, une fatigue chronique et une diminution de l'hormone thyroïdienne. Et dans un premier temps, c'est essentiellement la T3. Et après, on va avoir un effet sur l'os, donc aussi par un effet indirect, par une diminution des œstrogènes, on va avoir une augmentation de la résorption osseuse, une diminution de la densité minérale osseuse et une augmentation du risque de fracture de fatigue. Les facteurs de risque de REDES. Donc, bah, déjà le type de sport. Donc, ce qui est touché, les sports à catégorie de poids. Donc, on a quand même pas mal de REDES au judo, à la boxe, dans ce type de sport. Les sports esthétiques, la danse, la gymnastique, la lumière, la natation synchronisée et effectivement l'ultra-endurance ou le triathlon. Après, on a des profils à risque avec des profils psychologiques, avec un profil plutôt de perfectionnisme et aussi un profil des personnes qui auront tendance à la dépendance ou à l'addiction au sport, mais à d'autres addictions. Et aussi l'environnement, ça peut être la pression de l'entraîneur dans pas mal de sports, la pression de la famille. On va faire un petit zoom sur les fractures de fatigue, parce qu'on a dit qu'on parlait pas trop pathologie, mais je pense que pour le coup, c'est souvent en fait notre signal d'alerte. On voit souvent les gens arriver avec une fracture de fatigue, parfois cinquième méta, ou tibia ou fémur, et en fait, c'est là où on va détecter le plus souvent le REDES. Donc, la fracture de fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est une inadéquation entre les contraintes qu'on met au niveau osseux et la solidité osseuse. Donc, c'est souvent, enfin, c'est lié au micro-traumatisme répété. Et ces fractures de fatigue, elles sont parfois embêtantes puisqu'on peut être amené à opérer ce type de fracture. Soit c'est des fractures qui sont relativement stables. À ce moment-là, on fait de la décharge et on remet en charge progressivement et on en a à peu près pour 3 mois avant de reprendre une activité physique progressive. Et parfois, effectivement, on a des fractures qui sont complètement instables et à ce moment-là, ça amène à une chirurgie. Donc, si c'est un col fémoral, si c'est une fracture du cinquième méta, donc ça, c'est une prise en charge chirurgicale parce que c'est des zones où il y a des appuis relativement importants et où on ne consolide pas naturellement. Donc, ça nous amène à une prise en charge chirurgicale. Bien sûr, quand on découvre une fracture de fatigue, on vient faire tout le bilan en amont, donc avec le diététicien, d'une ostéodensitométrie osseuse pour faire le point sur cet apport calorique. Et effectivement, derrière, ça découle une prise en charge spécifique des REDES. Alors, on va aborder la prise en charge des REDES en plusieurs étapes. Donc, comment on fait déjà? La première chose, c'est informer et dépister en premier lieu.
déjà, il ne faut pas confondre surentraînement et REDES, parce que dans le surentraînement, il n'y a aucun lien direct avec la nutrition. Par contre, un surentraînement peut entraîner un REDES, mais le REDES, c'est vraiment la notion de déficit énergétique. Et le fait de se surentraîner induit un déficit énergétique, mais c'est souvent lié, c'est du coup lié à la nutrition. Donc, on va d'abord informer bien sûr et sensibiliser les sportifs, mais il faut aussi que l'entourage des athlètes soit très vigilant, notamment tout le staff sportif, la famille, les amis, qui voient le comportement quotidien des athlètes. Pour nous, c'est relativement facile chez les sportifs de haut niveau parce qu'on les voit régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an selon les fédérations, dans le cadre du SMR, suivi médical régulier, les sportifs de haut niveau. Par contre, comment on fait pour les sportifs amateurs? Ben, ça, c'est un peu plus délicat. On a des questionnaires pour essayer de dépister ces symptômes de REDES. Là, on vous a mis les QR codes pour y accéder. Il y en a un qui est plus pour les femmes, où on va s'attarder sur les antécédents gynécologiques, quel a été l'âge des premières règles, la durée des cycles, est-ce que les cycles sont réguliers, est-ce qu'il y a des antécédents d'aménorrhée ou de dysménorrhée, est-ce que j'ai des signes prémenstruels, des signes physiques, des signes psychiques. On a parlé aussi des signes d'incontinence urinaire à l'effort. Et bien sûr, on s'intéresse aussi aux antécédents traumatologiques, les blessures à répétition, les fractures de fatigue. Pour l'homme, bien sûr aussi la même chose, blessures récurrentes et fractures de fatigue. Par contre, euh, chez eux, on va s'intéresser plus aux troubles des fonctions sexuelles, perte de la libido et dysfonction érectile. C'est un truc qu'il faut aborder avec les athlètes hommes. Euh, Après avoir dépisté, on va passer du coup au suivi médical, à l'examen clinique, qui est un examen clinique classique, bien sûr, avec des mesures anthropométriques, poids, taille, indice de masse grasse, euh, un bilan médical cardiovasculaire de base, et on va rechercher des signes cliniques d'hyperandrogénie, type hirsutisme, perte de cheveux, trouble du cycle. On va accompagner notre examen clinique d'un bilan. Donc, c'est un bilan sanguin de base auquel on ajoute un bilan hormonal. La leptine, on ne peut pas la doser, on va dire, en pratique courante. Donc, on va faire un bilan hormonal complet, notamment bêta-HCG, LH-FSH, œstradiolémie, prolactinémie, les dérivés stéroïdiens, la testostérone, TSH-T4, T3, vitamine D, bilan phosphocalcique. On a oublié d'ailleurs le fer qui est aussi important. Et en fonction aussi de l'interrogatoire, on va potentiellement directement prescrire des bilans d'imagerie, notamment l'ostéodensitométrie si on a une aménorrhée secondaire de plus de 6 mois. Si on a une aménorrhée primaire, on va même pouvoir prescrire d'emblée une IRM hypophysaire et éventuellement aussi une échographie pelvienne. Ensuite, après avoir fait notre examen clinique, on va avoir des outils d'évaluation de la gravité de ce déficit énergétique. Pour ça, cet outil d'évaluation, ça s'appelle le REDS4-2. C'est plutôt récent. Et on va définir des indicateurs primaires, secondaires et des indicateurs potentiels selon le nombre d'indicateurs qu'on a pour nos patients. Ça va nous permettre de les catégoriser pour savoir s'ils sont à un risque plus ou moins sévère de REDS. Donc, les indicateurs primaires sévères, là, j'avais indiqué ceux pour la femme. Aménorrhée primaire, c'est vraiment le premier truc qu'on recherche, ou une aménorrhée secondaire prolongée. Pour les messieurs, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller doser la testostérone libre ou totale. Et c'est une baisse significative de ce taux qui fait partie, qui est un indicateur primaire sévère. Dans les autres indicateurs, si on a une aménorrhée secondaire un peu plus récente, entre 3 et 11 mois, si au niveau du bilan sanguin, on a une T3 basse, si on a des antécédents de fracture de fatigue, ou à l'ostéodensitométrie, on a des signes d'ostéopénie, c'est-à-dire un Z-score inférieur à une déviation standard. Pour les ados et les enfants, une cassure au niveau de la courbe de croissance.
Et on va aussi faire des questionnaires pour rechercher des troubles du comportement alimentaire. D'autres indicateurs, un peu moins importants, mais qui sont à prendre en compte, c'est l'oligoménorrhée. Ça, c'est l'augmentation de la durée des cycles de plus de 35 jours. Pareil, on repart sur des lésions osseuses un peu plus antérieures. Dosage du cholestérol total ou LDL un peu plus élevé. Et le diagnostic d'autres troubles psychiques type syndrome dépressif ou anxieux. Alors après, il y a un espèce de fourre-tout sur les indicateurs potentiels. Donc pris individuellement, on ne peut pas en faire grand-chose, mais c'est vraiment dans un contexte particulier qu'ils vont nous aider à faire ce diagnostic. Si j'ai une IGF-1 basse, glycémie, insulinémie basse, une diminution brutale du fer, des incontinences urinaires d'effort, des symptômes gastro-intestinaux au repos et ou à l'effort, des problèmes d'hypotension orthostatique ou de baisse de tension en général ou de bradycardie, des troubles du sommeil. Tout ça, ça nous amène aux symptômes psychologiques, stress, anxiété, instabilité de l'humeur, troubles du comportement alimentaire, tous les troubles aussi d'addiction au sport, perfectionnisme et un IMC bas, bien sûr. Donc ça, c'est notre RED-SCAT qui nous permet de catégoriser les patients pour savoir, parce qu'une fois qu'on a dépisté ça, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à notre athlète? Ben, selon la sévérité des symptômes, le nombre de symptômes, on va les catégoriser en risques plus ou moins sévères. Dès qu'on arrive sur au moins 2, 3, voire 4 critères, on est sur un risque orange ou rouge. À partir de là, nous, on va devoir intervenir sur le contenu de l'entraînement et plus ou moins la participation à la compétition. Quand on est à un stade trop sévère, on peut interdire complètement le sport et la compétition. Donc, les axes de traitement, ils sont assez simples. En fait, c'est réverser tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, on va traiter l'axe énergétique et nutritionnel en augmentant les apports caloriques et en corrigeant les carences en calcium, vitamine D, fer. C'est pas toujours évident, justement, pour les sports à catégorie de poids, de faire accepter une augmentation de l'apport calorique. Des fois, il faut qu'ils changent de catégorie et c'est une grosse discussion avec les athlètes, les entraîneurs, etc. Mais surtout chez les adolescents, par exemple, j'avais suivi le taekwondo et les jeunes qui grandissent très vite, ils essayent toujours d'être ils grandissent vite, ils essayent d'être dans la catégorie de poids inférieure pour avoir une meilleure allonge, etc. Sauf que en grandissant, indéniablement, ils vont changer de catégorie. Donc, quand est-ce qu'on les change de catégorie? Et ils font pas mal le yo-yo avec le poids, etc. C'est assez compliqué à gérer. On va aussi intervenir, comme j'ai dit, sur l'entraînement, on diminue la charge, on impose plus ou moins de récupération et de repos. Et on n'oublie pas la prise en charge psychologique, les syndromes anxieux, dépressifs et les troubles du comportement alimentaire. Ça, c'était une étude, mais qui parlait plus en fait d'un protocole de retour au sport, mais dans le cadre de la triade de la sportive. Donc malheureusement, ça excluait ces messieurs. Et en fonction, pareil, du nombre de risques qu'on avait, donc sur des critères d'IMC, de troubles du cycle, de densitométrie osseuse, on pouvait plus ou moins autoriser la reprise progressive du sport. Mais là, dans ce cas-là, ça a exclué les messieurs, donc on va passer parce que là, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on a vraiment un rôle dans la prévention. On a dit prévention primaire, éducation des athlètes, des entraîneurs, des encadrants, de la famille, etc. Prévention secondaire, on a maintenant des questionnaires, des outils d'évaluation diagnostique qui sont bien établis. Donc ça, c'est notre rôle à la visite médicale, d'essayer de dépister tout ça et notre rôle, ne pas oublier de parler des antécédents gynécologiques, des troubles des fonctions sexuelles aussi chez les hommes, parce qu'on l'aborde jamais, ou pas assez souvent, je pense. Et la prévention tertiaire, éviter la récidive avec une prise en charge multidisciplinaire, diététicienne, psychologue, médecin du sport, kiné, enfin tout le monde doit être dans la boucle pour pouvoir aider ses athlètes. Donc, le REDES,
c'est la conséquence d'une disponibilité énergétique basse qui devient chronique. Quand c'est détecté et pris suffisamment tôt, c'est réversible facilement. Donc, d'où l'intérêt vraiment du dépistage. C'est un syndrome qui est fréquent et sous-diagnostiqué. Pas qu'un problème féminin. Euh, j'ai parlé du coup de l'intérêt du dépistage précoce et à long terme, attention aux impacts sur la santé, performance et risque de blessure. Et on vous remercie pour votre attention. Virginie, je te laisse venir. Euh, Bon, du coup, on vient de terminer la soirée. Avant que vous sauviez tous, si vous n'avez pas de questions, parce que je ne sais pas s'il y a des questions, et s'il y a des questions, on fera passer le micro. J'espère que ça vous a plu. Euh, on fera, je ne sais pas quand, mais bientôt, parce qu'on aime bien organiser des soirées quand même. Et on aime bien faire la fête et on aime bien passer du temps ensemble. Une soirée sur le pied du sportif. Donc, on fera sur le pied du coureur, le chaussage, le pied du danseur. Enfin, voilà, on travaillera un peu, on fera une soirée sur le pied. Et on va aussi, fin mai, organiser avec l'Association des sages-femmes du 66 une journée. Alors, juste, tac, 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 sur femmes et sport. Ah mince, alors attends, tiens. Tac, tac, tac. Alors, je me lance avant qu'il y ait le diapo. Je suis Virginie Bernière, je suis sage-femme libérale et du coup, je suis mandatée pour parler un petit peu de notre journée que l'on fait en mai avec la médecine du sport. Donc, la journée s'appellera Festi Elle en forme. C'est une journée dédiée au sport et à la santé féminine. Les dernières études montrent qu'il y a vraiment une disparité dans la pratique du sport entre l'homme et la femme. Nous, on le voit beaucoup en tant que sage-femme et surtout chez les adolescentes. Donc, c'est pour essayer de promouvoir tout ça. La journée, ça sera samedi 30 mai. C'est au parc Clairefonds. Toulouse nous prête. Ok. Voilà, donc l'objectif, c'était d'encourager la pratique sportive chez les féminines, tout en mettant en avant les différentes activités possibles chez les jeunes femmes et les femmes. Après, sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé. Et ensuite, on va clôturer la journée sur une note festive et conviviale. Voilà. Alors, il va y avoir tout un espace, parce que Clairefonds, c'est assez grand. Donc, il va y avoir un village sportif. Donc, ce sera un espace de découverte et de partage, où il va y avoir les fédérations de plusieurs clubs sportifs qui vont venir promouvoir le sport sur le féminin et aussi sur l'handisport. Et ensuite, il y aura des démonstrations, des initiations, des matchs, peut-être de la course. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, on est encore sur les débuts. Et il va y avoir des ateliers spécifiques. Ensuite, il y aura des stands associatifs. Donc là, il va y avoir sport et santé. Il va y avoir Oncoparcours, le réseau du kiné du sein, bon, l'association des sages-femmes, le conseil de l'ordre. Enfin bon, voilà. Après, il va y avoir des conférences animées toute la journée par des professionnels de santé, ouvertes aux professionnels et après aussi ouvertes au grand public. On va cibler l'adolescente et le sport. Donc ça va être le gros sujet. La femme active et la sportive, et le sport et la grossesse, et après la ménopause. Tout ça, ce sera fait tout au long de la journée. Et ensuite, il y aura une table ronde pour essayer de parler entre professionnels de santé et acteurs du sport. On aimerait avoir des sportives et des athlètes féminines qu'on essaye en ce moment de recruter. N'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un. Voilà. Et ensuite, nous terminerons par la restauration et les festivités. Donc, tout le long de la journée, il y aura des food trucks parce que quand même, il faut manger, un petit peu à boire et après une soirée musicale. Donc, on a un groupe féminin qui, a priori, viendra faire finir la soirée. Voilà. Alors, attends, il ne faut pas que j'oublie le dernier. Alors, ça, on m'a mandaté vraiment sur le QR code. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le flash coder. Vous avez accès sur l'Instagram où il va y avoir toutes les idées. Si vous pouvez le partager à tous vos amis, c'est très bien. Et si vous avez envie de devenir bénévole, parce qu'il ne faut pas que des sages-femmes et que la médecine du sport, vous êtes les bienvenus pour venir nous aider sur cette journée.
Voilà, je l'ai fini, j'ai fait très bref, vous avez vu. J'ai respecté le terme. Merci. Du coup, il y en a qui ont des questions ou vous voulez rentrer parce que vous avez faim et qu'on n'a rien à manger? Ouais, on attendait que Fred nous ramène des trucs. Il y a toujours des trucs qui traînent à la radio, mais il a pas trouvé. Ça que Philippe fait, Une question en ligne, je suis obligée de poser une fois. Pour ceux qui sont en ligne. C'était juste une question parmi nous. Moi, c'est si on se fait l'analyse chez des patients, on fait le Covid-là et après le lendemain, on ne pas. Jérôme, tu peux répondre? Non, justement, on est en pleine création d'une consultation complexe sur les rédex. Donc, on est en train de montrer ça là. On espère que d'ici 6 mois, si l'hôpital nous suit, on aura un hôpital de jour pour les rédex. Et avant ça, parce que pour sur une là qui colle, qui avance. Et avant ça, tu peux nous les envoyer. Après, il y a une âge des filles déjà sur Montpellier. Donc, on a un réseau sur Montpellier. Mais l'idée ici, c'est que, effectivement, dans nos patients, au vu des profils qu'on a, on en a quelques-uns. Et le but, c'est plus on est proche, plus la prise en charge est facile. Et donc, l'idée, c'est de faire ça dans les 6 prochains mois. Les sportifs en interne ont une information et qui passent au super. Donc, on a- Il y a une Je question. crois qu'elle est. Ouais. Ça concerne le REDES, justement. J'ai une question concernant une patiente que j'ai adressée à Montpellier pour un REDES. Elle a une LDL à 2,2 grammes par litre dans un contexte d'aménorrhée secondaire et de fracture de fatigue. Comment, sur le plan nutritionnel, améliorer ce paramètre quand l'alimentation est déjà variée et une prise en charge diététique adaptée? Système énergétique, quoi, même faire le compte en charge diététique, parce que c'est souvent la problématique des REDES quand on les interroge. L'apport alimentaire est souvent suffisant au dire du patient ou de la patiente. Et en fait, quand on creuse un peu plus loin, forcément, s'il y a une aménorrhée ou des problématiques, il y a forcément un déficit d'apport énergétique. Donc, Si je peux. C'est vrai que nous, on en a quelques-unes. Et en fait, effectivement, elles ont, on pense, une alimentation qui est équilibrée parce qu'elle est variée, mais en fait, elles ont souvent un gros déficit, notamment sur les glucides avec les féculents et même en protéines. Donc, souvent, oui, c'est équilibré comme ça quand on fait quelques questionnaires, mais si on pousse un peu l'enquête alimentaire, il y a tout le temps un déficit calorique qui est souvent dû à un déficit en glucides notamment. On insiste vraiment sur le problème de balance énergétique. On avait la notion de surentraînement. Si on mange, on va dire, on mange normalement, mais qu'on dépense 9 000 calories par jour, il faut compenser cette dépense. Ça rejoint ce que tu veux. Je vous dis merci. Ouais, du coup, je pense que tout le monde a faim. Je vous remercie en tout cas de cette parole. Donc, on commencera et puis ça va être tout à l'heure. Et voilà. Ok. C'est pas du luxe, elle va faire qui tu vois. Alors, vas-y, Un kiné d'école de Perpignan. Oui. Et on s'intéresse à On aura du réseau, ce sont des envoyés. la syndrome Oui. du dernier ARS. Et du coup, on peut savoir par rapport à la différence qu'il y avait par rapport à la crèche et de la natation et tout. Alors, Ça change beaucoup. comment on fait? Ah. Yo.